Il n'y a rien autour, à part des talibans. On part avec les véhicules, on est débarqué, on arrive dans un petit village, et là j'entends pouf. Et là je vois un de mes potes qui prend une première balle dans le bras. On se faisait prendre à partie par un sniper taliban. Et la première réaction, je me dis mais merde, où est-ce que je suis quoi ? Quand je reviens en France et qu'on nous accueille limite en héros, moi j'ai pas envie de ça. Quand t'arrives d'un théâtre comme ça, t'as un syndrome post-traumatique, que tu le veuilles ou non, t'as été choqué. La crypto-monnaie, ils parlent que de ça maintenant en prison. Ils veulent se taper l'entrepreneur, ils vont enquêter sur lui, on a juste à le kidnapper, une fois qu'il est dans la voiture, c'est terminé. Et là j'ai le déclic et je me dis ok, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? On a une mission quoi, c'est aider les habitants. C'est horrible pour ce genre-là. Donc moi toutes les nuits, je vais au contact. Il n'y a pas de zone de non-droit, partout les autres veulent pas y aller, avec mes équipes on y va, on rentre dedans. Il y a un mec qui est venu dans la pizzeria et il a dit au serveur t'as 5 minutes pour me faire un sandwich. Le mec il prend un peu ça à la rigolade. 5 minutes après il regarde sa montre, il sort son flingue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, encore une fois bien accompagné avec Cédric Fontaine. Cédric, comment tu vas ? Je vais bien, merci d'ailleurs de m'accueillir. Avec grand plaisir. Cool. Merci à toi. Cédric, juste ta présentation, c'est un épisode du podcast Le Déclic, je te le disais tout à l'heure en off. Rapidement, je vais te présenter. Tu t'es engagé dans l'armée à seulement 17 ans avec un objectif clair, servir la France sur les terrains les plus hostiles de la planète. Très vite, t'es projeté en Afghanistan, au cœur des combats. Pendant 10 ans, tu vis en première ligne Afghanistan, Tchad, Sahel, Niger, Émirats, Djibouti, Tadjikistan. Tu affrontes notamment Boko Haram, des groupes terroristes armés, des enfants soldats et parfois l'indicible, le cannibalisme, les attentats, la mutilation. Après l'armée, ensuite, tu rejoins la police dans les quartiers les plus chauds du 93. Tu interviens dans des scènes dignes d'un film. Sauf qu'ici, c'est la vraie vie. Meurtre pour une pizza, menaces de mort, chien décapité, règlement de compte, etc. Tu risques ta vie pour protéger des civils pendant que certains te gravent au mur d'une cité avec une corde autour du cou. Tu montes ensuite Lima Protection, une entreprise spécialisée dans la protection rapprochée haut de gamme. Tes clients, des personnalités publiques, des entrepreneurs, des figures menacées. Ton histoire, c'est celle d'un homme qui a traversé l'enfer pour mieux protéger les autres et qui transforme aujourd'hui son expérience en un rempart de sécurité pour ceux qui en ont le plus besoin. Merci d'être là. On va essayer de retracer ce parcours. Il y a plein d'éléments aussi que j'ai envie de mettre en lumière à l'égard de la situation aussi en France et ailleurs par rapport à la sécurité, l'importance d'avoir conscience des enjeux et des risques, même quand on n'est pas forcément une star de cinéma ou un milliardaire, et aussi la réalité de la violence qu'on peut voir ici et partout ailleurs, et la personne que tu es devenue et les leçons, les déclics peut-être que tu pourras nous partager au travers de ton parcours. Commençons par le commencement. Tu t'engages à seulement 17 ans. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fuis ? Qu'est-ce que tu veux prouver ? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de t'engager à cet âge-là ? Alors premièrement, je viens d'une famille militaire, un grand-père gendarme, un père gendarme. J'ai grandi en caserne de gendarmerie toute ma jeunesse, donc assez carré, assez ciblé. Je reçois une éducation vraiment stricte de la part de mon père. Et j'ai ce goût pour la France, l'institution, les règles. À 17 ans, je vois un reportage à la télé sur l'Afghanistan. Et là, c'est le déclic pour moi, directement. Toute ma jeunesse, j'ai rêvé d'être en unité d'intervention, en gendarmerie. Et au final, je prends une autre direction, une autre branche. Je décide de m'engager dans l'armée de terre à 17 ans et demi, avec autorisation parentale, bien sûr. Ce reportage, c'est sur l'Afghanistan. C'était le 3e RIMA qui était au feu de l'action, en première ligne. Et là, je me suis dit, waouh, les mecs, quand même, ils envoient. Je vois une certaine camaraderie qui est indispensable pour le feu de l'action. Je vois beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Ça fait un peu peur, dans un premier temps. Mais je me dis, j'ai envie de vivre cette aventure, j'ai envie d'aller servir mon pays. Et de ce fait, je pars directement m'engager à 17 ans et demi. Je décide de quitter l'école du jour au lendemain. Du jour au lendemain ? Ouais, du jour au lendemain. Franchement, ça s'est fait en 24 heures. Okay. Je vais dans un CIRFA, un centre d'information et de recrutement des forces armées. Je dis, OK, je veux m'engager, j'ai 17 ans et demi. J'ai pas encore le bac, je vais bientôt l'avoir. Il me dit, OK, tu veux t'engager quand ? Maintenant. La décision était prise en 24 heures. J'avais décidé de changer de vie et de m'engager dans l'armée de terre. À l'issue, je pars faire des tests de présélection sur Rennes, là où je suis reçu. On décide avec le recruteur de qu'est-ce qui va être le meilleur choix pour moi. Donc, moi, ce que je veux, c'est une unité pseudo-commando, en mode, OK, je veux être en première ligne. Donc, je ne m'y connais pas vraiment, mais je sais ce que je veux. Donc, on fait le choix de partir sur le 2e régiment d'infanterie de marine en tant que combattant 00, grenadier voltigeur.
Donc là, c'est la première ligne. On ne peut pas faire mieux. Je pars sur 6 mois de formation assez intense, où là, c'est vraiment du formatage, mais on enlève tout ce que mon père a construit et on me reformate à la manière militaire. J'avais plus ou moins. Mais souvent, ça choque les gens. Actuellement, justement, dans l'actualité, il y a pas mal de personnes qui déposent plainte contre l'armée par rapport au formatage qui est un peu brut de l'armée de terre. Mais je pense qu'il est important. Important pourquoi? Ça veut dire que moi, quand on me formate, on me dit OK, des trucs bêtes. Hein. Tu te mets en slip et tu vas aller ramper dans les orties à 3 heures du mat. OK, ça peut paraître bidon, ça peut paraître un peu bête. Moi, au début, je suis en mode, qu'est-ce qu'ils font, quoi? En plein mois de décembre, en Bretagne, on va 6-7 fois dans la mer dans la nuit, quoi. L'eau, elle a 10 degrés. Et pourquoi, en fait, on va arriver sur ce terrain d'action? C'est le jour où tu seras au combat avec ton équipe. Le mec, faut pas qu'il se pose de questions. C'est-à-dire que quand tu lui diras « je monte à l'assaut », il va te suivre. Si tu n'as pas formaté cette personne comme tu le veux, il se posera toujours des questions. Et souvent, on dit « t'es pas payé pour réfléchir ». Pourquoi? Parce que tu as un chef de groupe qui donne les ordres, tu as 2 chefs d'équipe qui lead, et tu as les grenadiers voltigeurs qui sont là, et eux, ils vont suivre. Quoi qu'il arrive. Je veux dire, OK, il y a 50 talibans en face, on est 12, on va y aller. Et ça, c'est super important d'être formaté dans ce sens-là. Donc, certaines personnes dans le civil ne peuvent pas comprendre. Ouais, ils sont durs, ils se font insulter. Oui. La vie de l'autre côté, elle est beaucoup plus compliquée, quoi. Donc le but, c'est de déconnecter presque le cerveau de la réalité pour juste être une machine d'opération, d'action et pas réfléchir. Parce que si tu réfléchis, tu es dans des conditions tellement extrêmes, tellement stressantes, tellement dangereuses que une seconde de réflexion peut te coûter la vie, par exemple. C'est exactement ça. Hein. On a des chefs de groupe qui sont là pour l'idée avec les chefs d'équipe. Et toi, ta mission, tu n'as qu'une mission. C'est ton but, c'est aller neutraliser le terroriste qui est en face de toi. Et tu n'as pas d'autre choix. Si tu commences à réfléchir, oh, qu'est-ce qu'elle fait, ma femme, elle est où elle s'occupe bien de l'enfant? Non, on n'est pas là-dedans. Pareil, lorsque tu es prise à partie et que tu peux avoir potentiellement des personnes qui vont mourir à côté de toi ou être blessées, la priorité, c'est la mission. C'est pas la personne qui est morte. On réfléchira plus tard pour la personne qui est morte. Et donc, tu t'engages à 17 ans et demi, tu rentres dans ce processus de formation, de formatage, tu l'évoques. À quel moment tu es déployé? Ensuite, une fois que j'ai fait mes 6 mois de formation, je pars sur une formation de 6 mois, préparation Afghanistan, où là, on va nous enseigner vraiment le combat en montagne. On va nous enseigner tout ce qui est comment réagir face à une mine, les IED. Les IED, on appelle ça EI, engin explosif improvisé. C'est lorsqu'on va rouler avec un véhicule, là directement il y a une bombe en fait avec 2 connecteurs en métal qui vont connecter et du coup ça va faire sauter le véhicule. Donc on nous apprend aussi à réagir à ce genre de situation. Et pendant 6 mois, c'est vraiment intense. Donc c'est vrai que j'ai 18 ans à ce moment-là. C'est jeune. C'est très jeune. Ouais. C'est vrai que quand je vois mes amis qui sont à côté en train de faire la fête, aller au club, finir les études et s'éclater, moi je suis vraiment dans le dur. Tu es déconnecté complètement. Tu mets à part finalement cette jeunesse, cette adolescence, si j'ose dire, pour t'engager pour ton pays. Avec du recul, t'es comment à ce moment-là dans ton état d'esprit? T'es dans un tunnel et tu sais pourquoi tu fais les choses? Ou tu te dis, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Ou il n'y a aucun moment où tu te poses ce genre de questions? Alors premièrement, j'ai pas eu de jeunesse. Ma jeunesse, c'est l'armée qui me l'a pris. J'ai aucun souci avec ça, je regrette pas du tout. Mais à ce moment précis, non, je suis à fond, quoi. Je suis en mode, on va aller à la guerre, les gars, ça va être cool. Et qu'est-ce qui te stimule autant à l'idée de te dire, on va aller à la guerre? Premièrement, c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'histoire de la France, nos anciens, ils sont tous partis à la guerre. Les nouvelles générations, on n'a pas connu. Et c'est vrai que moi, mon grand-père avait connu la guerre. Il me parlait un peu de la guerre. Très peu, parce que c'est des personnes qui sont très humbles et ils en parlent très peu. Mais c'est vrai que y a une forme de respect. Alors je cherchais peut-être cette forme de respect, cette adrénaline qu'on n'aura peut-être qu'une fois dans la vie en allant au combat. Et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre parce qu'on n'est jamais prêt à aller sur un tête de guerre. J'ai 18 ans, quoi. La première fois que tu arrives sur le terrain, comment ça se passe? On arrive sur une base américaine, Bagram. 30 000 militaires américains qui sont sur place. Incroyable, quoi.
des hélicoptères qui décollent tous les 3 minutes, avec des gunners sur les portes latérales. Et je suis assez impressionné. C'est vrai que nous, on reste sur les bases françaises où on s'entraîne. Là, c'est ma première opération extérieure. Et ce qui me surprend, c'est que je vois une ville. Ils ont créé une ville. Il y a des KFC, il y a des Burger King, il y a des McDo. Les restaurants sont ouverts 24/24. Il y a des vendeurs de voitures, il y a des crèches. On peut acheter des appartements. Sur une base. Sur la base. Et c'est juste incroyable. Et je suis en mode, mais on est où? Ça, c'est du jamais vu pour l'armée française. Pourquoi? Parce que l'armée américaine va mettre beaucoup de moyens pour ses soldats. Pour un soldat envoyé sur le théâtre de guerre, on aura 12 personnes en logistique pour un soldat. 12 personnes. Ouais. En France, l'équivalent, c'est pour 5 soldats envoyés sur un théâtre de guerre, on aura une personne en logistique. Ah ouais. Donc le ratio est juste énorme. Eux, ils sont vraiment sur la logistique, quoi. C'est le bien-être de leurs soldats. Ça veut dire ils partent sur une mission, ils partent le soir, ils partent le matin, ils rentrent le soir, directement. Nous, on est sur différentes opérations. Donc, c'est impressionnant. Là, on voit l'armée américaine, qui est quand même l'armée la plus puissante au monde, on va pas se mentir. Ouais. Avec des véhicules, des hélicoptères, des belles machines de guerre, quoi. Donc, on suit une formation de 3 jours avec eux. 3 jours seulement? Ouais, 3 jours. Okay. Où il y a des soldats qui ont été au combat et qui vont nous expliquer un petit peu, OK, quand vous rentrez dans une pièce, faites attention parce que sous les tapis, souvent, ils mettent des explosifs. On va apprendre à checker une pièce. Pas mal de choses. Lorsqu'on a un accident en véhicule, comment sortir. Des choses qu'on avait déjà apprises, mais c'est obligatoire. Vu qu'on fait partie de l'OTAN, ils veulent qu'il y ait cette formation de 3 jours qui soit obligatoire pour toutes les forces armées. Après 3 jours, je pars sur une base qui s'appelle Tora. Une base qui est... Il n'y a rien autour, à part des talibans. Donc on est un peu seul au monde. On a environ 400 militaires actifs au combat sur cette base. Et là, on rentre dans le jeu, quoi. Premier jour, on est déployé. On nous explique que nous, on n'est pas l'armée américaine. C'est pas on part le matin et on rentre le soir. Si on part pour 25 jours. Donc directement, on est dans le bain. Et ça, c'est ta première opération? Ça, c'est ma première opération. T'as quel âge à ce moment-là? 18 ans. Et je me rappellerai toujours. Hein, OK. On part avec les véhicules, on est débarqué. On arrive dans un petit village. Et là, j'entends... Et là, je vois un de mes potes qui prend une première balle dans le bras. Premier moment. Ça fait 5 minutes qu'on est arrivé sur le théâtre d'opération. Et là, il y a le bras, en fait, qui se fait découper au niveau d'ici. Donc, on l'évacue en urgence. Et on se faisait prendre à partie par un sniper taliban qui était sur une mosquée. Au niveau d'un minaret. Et il nous snipait. Il était à environ 800 mètres. Quoi. Et la première réaction, je me dis, mais merde, où est-ce que je suis, quoi? Directement, une peur, ce qui est logique. Parce que là, je pense directement un peu à ma famille. Je me dis, je pense que je ne les reverrai pas, quoi. C'est peut-être ma dernière heure. Donc, c'est toujours bien aussi de penser à ses proches. Et le mec, il continue. Donc, au final, on neutralise la personne qui est au niveau du minaret. Et ça, c'est ma première expérience, quoi. Et je suis en mode, ah ouais, on n'est pas dans le jeu, là. On ne peut pas repartir à zéro et se dire, OK, on recommence la mission. Non, c'est la vraie vie, quoi, la réalité. Donc, assez impressionnant. Souvent, les gens disent, est-ce que tu as peur, tu n'as pas peur? Alors oui, toute personne, en fait, qui n'a pas connu la guerre a peur. C'est logique. C'est logique. Quand tu as une personne qui te tire dessus, tu as un sentiment de peur. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas mourir. Et ça, les gens, quelquefois, ont du mal un peu à le comprendre. Ils disent, ouais, mais t'es préparé? Non. Alors, on peut être pseudo-préparé, mais on n'est jamais préparé à une situation réelle. C'est comme la personne qui va faire 15 ans de Krav Maga et qui va dire, ah, c'est bon, là, je suis chaud, t'inquiète pas, le mec, il a beau faire 130 kilos dans la rue, avec mes techniques, je vais l'avoir. Ah non. Il en prend une, il tombe, et puis il se dit, putain, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est la réalité de la chose. Donc oui, la peur, et c'est bien d'avoir peur. Parce que la peur, en fait, elle te maintient en vie. Pourquoi? Ta peur, tu vas faire quoi? Te déplacer, te poster, riposter. Déplacer, poster, riposter. En permanence. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'au bout de 15 jours d'opération, je tombe dans une routine. J'ai plus peur. Je suis en mode, les gars, on y va. C'est devenu... on va se les faire. L'habitude. Oui. Excès de confiance ou... Non, l'être humain est comme ça. Il s'adapte.
On s'adapte. L'être humain, c'est toujours adapté à n'importe quelle situation. Demain, il peut y avoir une grosse situation de panique en France. Au bout de 15 jours, les gens sont autonomes. Ça, c'est le naturel, il revient au galop. Et ça, c'est assez impressionnant. Mais c'est pas bon. Parce que l'excès de confiance, en fait, c'est ce qui tue. La routine tue. Ouais. C'est ce qu'on dit souvent. Donc là, au bout de 15 jours, t'as plus peur. Au bout de 15 jours, on est chaud. Ouais. Tout ce qu'on veut, c'est aller chercher du Taliban, aller les affronter. On est là pour ça. Ok. Donc, mais pas évident parce que j'ai beaucoup de blessés autour de moi. J'ai beaucoup de morts aussi autour de moi dans ma compagnie. Je me rappelle, hein, la personne qui dormait en face de moi au régiment, bah, elle est morte, elle est décédée, quoi. Et ça, c'est des choses, en fait, qu'on accepte rapidement sur le terrain, parce qu'on est dans notre mission. Mais quand on vient à la réalité que, au bout d'un mois de permission, je rentre d'Afghanistan et que je vois le lit de mon pote, en fait, de mon camarade qui est vide, le deuxième parce qu'il a eu une jambe arrachée, et moi, je suis là, je suis tout seul dans la chambre, bah, tu te dis, ouais, il y a une part de chance, quand même. Et comment tu te reconnectes à la réalité du terrain pour éviter que cet excès de confiance te fasse, par exemple, faire des erreurs ou autre? Tu dis, j'ai plus peur au bout de 15 jours. Quand on n'a plus peur, on peut commencer peut-être à faire des erreurs ou prendre plus de risques que si on a cette peur. Comment ça se passe? Alors, on va rester professionnel, attention, on n'est pas des bourrins où on monte en ligne en mode 39-45, non. C'est juste qu'on va avoir un petit peu plus de confiance pour monter à l'assaut. Là où peut-être au début, on aurait pris un petit peu plus de temps, là, ça va être naturel, en fait. Tout ce qu'on a mis en place pendant 6 mois, on va retrouver les automatismes directement, quoi. Ok. Sur ce terrain, tu as vécu l'horreur, tu l'évoques justement, tu perds des camarades, c'est extrêmement dangereux. Pour autant, tu continues pendant 10 ans. Qu'est-ce qui fait que tu continues pendant 10 ans? Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas arrêté? Parce que beaucoup de gens vont faire ça pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans en général. 5 ans maximum, 10 ans, c'est énorme. Ouais, c'est assez marrant ce que tu me dis, parce que c'est un peu la réalité que tu vois. C'est qu'après l'Afghanistan, on a un taux de personnes qui désertent qui est assez haut. Je pense que les gens ont eu assez d'actions comme ça et ils se disent, OK, maintenant, stop, je ne veux plus y retourner. Moi, je suis pas dans cette optique, je suis en mode, putain, elle est quand la prochaine mission, quoi? J'ai envie d'y retourner, j'ai pris une adrénaline de malade, et en fait, c'est un peu comme une drogue, c'est triste. Mais aller au combat, jamais tu pourras avoir cette adrénaline dans le civil. Et on en a besoin. Moi, je sais que je suis en manque. Aujourd'hui, je suis en protection rapprochée. Si je ne serais pas en protection rapprochée, je serais en Ukraine. Ça, c'est une réalité. Parce que voilà, j'ai un parcours de vie qui fait que j'ai besoin, je ne sais pas si me prouver quelque chose, mais j'aime en fait cette adrénaline, quoi. Aller aider les gens, aller servir mon pays. Alors là, même si on n'est pas forcément engagé avec l'Ukraine, mais voilà, ce serait pour aider des habitants. Cette adrénaline, est-ce qu'à un moment donné, elle devient dangereuse si tu la pousses un peu trop? Il y a des moments où tu t'es dit, oh, Cédric, il faut que tu te calmes. Ouais, on a peur de rien. Et c'est une réalité. Tu reviendras après, mais quand je m'engage en police, je sors de l'armée. Il y a un mec qui est là avec son mortier en train de me tirer dessus d'artifice. Ça me fait doucement rire, quoi. Donc en fait, on n'a plus conscience vraiment du danger, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu dangereux parce qu'on n'a pas de limite. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, c'est bon, j'ai assez donné, maintenant, faut que je sorte de l'armée? Je commençais à être un peu dans une routine. J'avais fait 10 ans. Les théâtres d'opération se sont réduits pour l'armée française. Et je me suis dit, OK, il est peut-être temps de partir, parce que moi, ce que je voulais, c'était partir limite tous les 6 mois, quoi. Ce qui n'était pas possible, parce que forcément, il y a un roulement, il y a des temps de pause, il y a des temps d'entraînement. Et ça, c'est régulé par le chef d'état-major des armées. Et moi, ça me plaisait un peu moins, parce que j'en avais marre de m'entraîner. Moi, ce que je voulais, c'est l'action, le feu, l'action, le feu. En général, tu t'entraînes combien de temps pour combien de temps en mission? Bah là, c'était 6 mois de préparation en Afghanistan pour 7 mois de mission. OK. À chaque fois? 6 Non, mois, pas à 7 chaque mois. fois. Par exemple, pour le Sahel, c'était en moyenne 6 mois de préparation pour 4 à 5 mois maximum sur le théâtre. D'accord. C'était ça en moyenne. Mais moi, ça ne me suffisait pas, quoi. Je voulais être en permanence dans l'action. Toi, tu voulais 12 mois dans l'année. Ah bah ouais, franchement, c'est ça, quoi. Ce niveau d'intensité, on arrive à le tenir? On arrive. Je pense que l'adrénaline fait tenir le niveau d'intensité. On avait 70 kilos sur le dos en Afghanistan. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais. C'est énorme.
Les gens souvent se disent, ouais, 70 kilos, ils en rajoutent. Non. Non, j'en rajoute pas du tout. Parce que tu as ton gilet pare-balles qui fait un bon 20 kilos avec toutes les munitions sûres. Après, tu as un sac de combat. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le sac de combat? Tu as au moins 8 litres d'eau par personne. Il faut tenir en fait la journée. Vu que c'est dur en fait de grimper une montagne. Et puis si tu bois pas après, comment tu fais? Plus après, tu as toutes les munitions, les rations, les trousses tactiques, les trousses de soins. Et souvent, les gens se rendent pas compte. Moi, j'avais une spécialité. Par exemple, en Afghanistan, j'avais un lance-grenade individuel. Ça pèse lourd, en fait, de mettre des grenades à fusil dans le sac, quoi. Donc, 70 kilos, on les avait, quoi. Une petite anecdote en Afghanistan qui m'a un peu choqué, traumatisé. C'est vrai que cette anecdote, je la raconte peu. Mais aujourd'hui, j'aimerais la raconter. On était sur une action humanitaire très rare. J'ai fait ça une fois dans ma vie, en Afghanistan. On nous contacte pour qu'on escorte un convoi humanitaire pour aller distribuer des couvertures, des cerfs-volants, des rouges aux ongles pour les petites filles, pour leur donner un petit peu de gaieté. Tout se passe bien, on fait l'escorte de convoi, on distribue les couvertures vu qu'on est en période hivernale, donc il fait vraiment froid, donc les villageois sont super contents. On sécurise le convoi, ils distribuent. C'est des associations humanitaires. On escorte l'association de la zone, ils repartent sur la base militaire. Ensuite, le lendemain matin, quand on se réveille, il y a le chef de village en fait, qui vient à notre contact. Il nous explique que les talibans sont descendus dans la nuit. On regardait en fait toutes les petites filles qui avaient mis du vernis aux ongles sur les mains et leur ont coupé les mains. Toutes les mains étaient sur la place publique, des petites filles. Pour faire comprendre qu'on n'était pas les bienvenus et que si la population nous suivait, il y avait un risque de mort. Et je ne sais pas si tu t'imagines en fait d'avoir des mains d'enfants sur une place publique, t'en as une trentaine, mais ça te choque, quoi. Et ça, tu le vois une fois dans ta vie, mais tu te dis, mais c'est quel genre de personne qui peut faire ça, quoi. Ouais. C'est des enfants, ils sont innocents. Alors je comprends un peu que l'association humanitaire n'était pas très 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 fine à distribuer du rouge aux ongles, on me le dit souvent, mais c'est pas une raison, quoi. On va pas couper les mains des enfants pour ça, quoi. Comment tu fais ensuite quand tu reviens dans le civil pour pas être, je sais pas si le terme est approprié, mais choqué, traumatisé, on parle souvent de PTSD. Quand tu vis des moments comme celui-ci, par exemple, moi, tu vois, j'arrive même pas à m'imaginer vivre la scène. Toi, tu es dans ce théâtre de guerre pendant 10 ans. Quand tu rentres dans le civil, tu l'évoquais avec cette anecdote du mec et son mortier qui te tire dessus. Pour toi, limite, t'as le sourire quand tu le vis. Là, c'est plus une aversion au risque qui est complètement différente. Mais au-delà de ça, quand tu reviens dans la réalité, comment tu le vis? La réalité, elle est très dure. Elle est très très dure. On passe de 7 mois qui sont intenses, professionnels, où on risque notre vie, où est-ce qu'on perd beaucoup de camarades. Moi, quand j'y suis allé en 2011, c'était l'année la plus meurtrière au niveau des soldats français. Donc, j'ai perdu beaucoup de camarades sur le théâtre. Quand je reviens en France et qu'on nous accueille limite en héros, qu'on sort du bus, moi, j'ai pas envie de ça. C'est bizarre, hein, parce que je cherche cette reconnaissance au début, mais quand je reviens, j'ai pas envie de ça. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. J'ai envie de juste d'être chez moi. Je me rappelle, à l'époque, j'avais une petite copine et on avait prévu d'aller en vacances, tout ça. Forcément, j'avais un mois de permission. Non, je parle pas. Je me rappelle, ma belle famille, à l'époque, lui demande qu'est-ce qu'il a s'il est là pour pas parler, autant qu'il rentre chez lui, quoi. Mais c'est difficile, tu sais, quand tu arrives d'un théâtre comme ça, tu as un syndrome post-traumatique, que tu le veuilles ou non, tu as été choqué. Quand est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il arrive directement ou après? Ça, c'est à toi de le savoir. Moi, je sais que je faisais des cauchemars toutes les nuits quand je rentre en France. Et je m'en rendais pas compte, mais elle me le disait. Elle me disait, tu cauchemardes, en fait, je crie, je donne des ordres, je suis encore en fait dans le feu de l'action. L'adrénaline, pour moi, n'est pas redescendue. Donc, c'est pas évident à gérer. Surtout que toutes les personnes, elles arrivent et puis elles disent, alors, c'était comment l'Afghanistan? T'en as tué combien? Est-ce que j'ai envie de parler de ça avec toi? Là, premièrement, je ne parlerai jamais parce que voilà, on reste humble.
Je vais pas te dire, putain, j'en ai tué 22, c'était incroyable, tu verrais, les têtes, elles ont sauté. Non. On reste humble. Et on n'a pas envie de se confier. C'est triste, mais les seules personnes, en fait, avec qui je parlais, c'était mon père, qui était militaire, mon grand-père. On parlait un petit peu, mais sans rentrer dans les détails. Et même, il y a des choses qu'aujourd'hui, je dis qu'il va découvrir. Parce qu'on reste quand même assez humble par rapport à ça. Complètement. Et tu parles de syndrome post-traumatique. Comment tu as géré ça? Comment tu as pu travailler sur toi? Est-ce que tu t'es fait accompagner? J'imagine qu'il y a aussi une cellule peut-être de décompression ou d'accompagnement qui est mise en place par les armées. Et puis aussi après, pour la réintroduction dans le civil, tu parles de cauchemars. On se connaît en off et tu m'en avais déjà parlé un petit peu. Mais qu'est-ce que tu as mis en place justement pour ça? L'armée accompagne bien. On n'avait pas compris au début. On sort de l'Afghanistan, on part sur 3 jours de sas de décompression à Chypre. Un hôtel 5 étoiles. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses pour l'hôtel. Qu'on arrive à 200 et qu'on se lâche complet. Parce qu'après, forcément, 7 mois d'Afghanistan, autant dire que l'hôtel, il était ruiné. Ça, c'est marrant, mais... on a des séances tous les jours avec des psys, des psychologues, des psychiatres. On fait des techniques d'optimisation. Excuse-moi. On va faire des techniques d'optimisation du potentiel. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont nous accompagner pour, OK, là, vous allez vous relaxer, vous allez penser à des choses. Pour moi, à l'époque, c'était pas utile. Parce que la première personne dans le régiment qui se plaignait qu'il avait un syndrome post-traumatique, on disait, ouais, t'es une merde. Donc on a encore cet état d'esprit, là où en Amérique, c'est vraiment normal, c'est pris en charge. La personne qui a un syndrome post-traumatique, on va l'aider. Nous, en France, non. T'es jugé. On est soldats français, voilà, on est des commandos, on y va, on a kiffé la guerre, on veut y retourner. Et on est dans cette mentalité, et c'est la mentalité française. Dès que tu as un problème, dès que tu as un échec personnel, pas que dans l'armée, directement tu es jugé. Demain, il y a une personne qui a mal au dos, qui travaille à l'hôpital, directement elle va être jugée. C'est vrai, ça va être la cassos, elle se met encore en arrêt maladie, alors peut-être qu'elle a un problème. C'est le souci un peu de la France, quoi. Ouais. Quand tu reviens du coup en France tout de suite, tu perds pas de temps, tu te remets sur le terrain, tu t'engages dans la police. Pourquoi tout de suite tu veux te réengager? Ensuite, le retour à la réalité, elle est un peu compliquée. C'est vrai que on parle du syndrome post-traumatique. Tu as des réflexes. Je me rappelle, moi j'arrive sur Carrefour, le parking. Directement, j'ouvre la porte de la voiture, qu'est-ce que je fais? Je regarde en fait, je me penche, je regarde s'il n'y a pas une bombe sous la voiture. Parce que c'était une procédure qu'on avait en Afghanistan. On appelle ça le 0,525. C'est-à-dire que quand tu descends du véhicule, tu ouvres la première porte, tu regardes en dessous le véhicule. Ensuite, il y a une personne qui sort, il fait un escargot sur 5 mètres, un deuxième escargot sur 25 mètres. Ensuite, le groupe se déploie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mine. Et c'est marrant, quand j'arrive sur ce parking de Carrefour, ma copine est présente à côté de moi, j'ouvre la porte, je regarde, c'est un réflexe, quoi. C'est hallucinant. Et c'est pas normal, quoi. Mais on a cette chose, en fait, qui fait en nous qu'on a besoin de se protéger, quoi. Et il y a d'autres réflexes comme ça que tu as gardés et que tu as mis du temps à arrêter, ou peut-être que tu continues justement à mettre en place, notamment, j'imagine maintenant dans ton quotidien, ce que tu fais avec Lima, dans la protection rapprochée, c'est des réflexes que tes clients apprécient même, ça fait partie d'un process, mais outre ces éléments, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça va être un automatisme, ça veut dire que je vais entendre un coup de feu, directement, je vous expliquer après ce qui s'est passé sur une protection rapprochée. J'ai l'ouïe, je sais exactement si c'est un coup de feu, si c'est un pétard, la situation, si elle va se dégrader ou si ça va s'apaiser. En fait, on a cette faculté à s'adapter rapidement, quoi. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu reviens dans le civil, très rapidement, tu veux te réengager, notamment dans la police? Je suis au bout de 10 ans, je suis en mode, OK, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux de l'action. C'est une réalité. Avant de m'engager en police, je fais un petit passage sur un parc d'attractions connu en France, Disneyland Paris, et je m'engage dans une cellule où est-ce qu'on va être armé. On va partir sur le parc d'attractions, sur les hôtels, sur le Disney Village, puis on va assurer la protection des personnes. Ça, c'est ma première expérience qui dure 1 an. On passe des tests au RAID, on est sélectionné, parce qu'on fait une relève du GIGN qui est en place. Et ensuite, pendant 1 an, je suis un peu dans ce milieu-là.
Et je me dis, ça me correspond pas, quoi. En mode, c'est triste, mais elle est où l'action, quoi. Et justement, c'est bien qu'il n'y ait pas d'action. Et c'est bien qu'il y ait des personnes comme ça qui soient un petit peu en civil, cachées dans les parcs d'attractions, et pour pouvoir, s'il y a besoin d'une intervention musclée, arriver et être les premiers au contact, quoi. C'est bon de le savoir, ça. Donc, typiquement, à Disneyland ou d'autres grands parcs, il y a des agents armés, entraînés, en civil, qui sont prêts à intervenir constamment. Exactement. Aujourd'hui, ils sont visibles. À l'époque, on n'était pas visible. C'était voulu de la part de la direction. Aujourd'hui, ils sont visibles, donc il n'y a plus de tabou là-dessus. C'est pour ça que j'en parle. Mais à l'époque, c'était une présélection quand même qui était assez pointue, vu qu'on était les premiers en France. Et 18 agents en France qui avaient été sélectionnés pour faire partie de cette première unité. Et moi, du coup, à l'issue de mes tests au RAID, je les rejoins. On est sélectionné par rapport à notre capacité au tir, notre capacité à réagir face à une menace terroriste. Assez intéressant, mais pas très intéressant d'un point de vue personnel. Ouais. Qu'est-ce qui te stimule pas dans cette expérience qui fait que tu n'y restes qu'une année? Le manque d'action. Ok. Tu as besoin d'action, tu as besoin d'adrénaline. Ouais, tu sors de 10 ans d'armée, tu bascules sur une cellule pseudo-terroriste, tu as besoin d'action, quoi. Ce que tu veux, toi, c'est y aller. Et là, un jour, je suis au parc d'attractions et puis il y a un mec qui me dit « Ouais, est-ce que ça te dirait d'essayer la police municipale ?» Je suis en mode « Attends, mec, moi j'ai fait la Bretagne, j'ai fait la Normandie, la police municipale, je la connais, c'est pas pour moi. » Et il me dit « Bah non, est-ce que tu connais un peu la police municipale en Ile-de-France? Je cherche la densité et tout. » Je lui dis « Non, je te remercie, c'est gentil, mais moi je suis pas dans ce genre de process. » Il me dit « Bah écoute, ce soir je t'invite dans une police municipale dans le 93. Tu viens dans la nuit, et puis tu verras, tu seras assez surpris. » Je le suis, j'y vais. Là, j'arrive. Les mecs, ils sont en Ford Ranger V6. Ils ont des Ford Mondeo, tout ça. Je fais, ouais, c'est pas mal. Et là, je vois les mecs. Ils sont tous habillés de noir, tour de cou. Des bonnes machines, quoi. Des bons gars similaires à moi. Je suis en mode, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça, quoi. Moi, je voyais le policier municipal qui faisait traverser les enfants, qui avait les deux bandes bleues et qui disait « Oh, on se calme ». Et puis tu lui criais dessus, il se cachait et puis il partait, quoi. Et j'avais cette image. Et non. Je commence à parler avec les mecs, que des anciens militaires qui ont fait l'Afghanistan, des anciens gendarmes du PSIG, des anciens de la BAC, qui partent en police municipale. Je me dis « Attendez, les gars, c'est quoi le problème ?» Ils sont gracieusement payés par la mairie. Des salaires qui vont doubler par rapport à la police nationale. Où est-ce qu'ils peuvent muter facilement? En un mois, ils peuvent partir. En fait, ça devient des mercenaires. Les mairies proposent des salaires attractifs, recrutent les meilleures personnes et créent des unités, on va pas dire de mercenaires, mais plus ou moins. Et ils vont aller dans les cités le soir régler les problèmes. Moi, je me rappelle, on était sur une ville de 80 000 habitants. La police nationale, ils étaient un équipage de la BAC, 3, un équipage de la police secours, 3, et nous, en moyenne, une quarantaine. Donc, quand tu interviens à 40, c'est pas comme si tu pouvais intervenir à 3. Et les mecs qui étaient là, surarmés, on était en Glock, Taser, Flashball, on avait tout l'équipement possible. Et ce qui était bien avec ça, c'est qu'on faisait que l'action. On faisait pas de procédure. C'est-à-dire que t'arrivais, t'embarquais le mec, tu le remettais et tu repartais sur le terrain, quoi. Et ça, je suis en mode, wow, ça c'est incroyable, quoi. Qu'est-ce que tu découvres justement dans ces quartiers Je découvre une misère sociale, mais je découvre aussi des gens qui s'adaptent très bien aussi à ces quartiers. Souvent, on dit, ouais, c'est pas parce que tu viens des quartiers, en gros, qu'on est différent. Mais il y a deux types de personnes dans ces quartiers. Il y a les personnes, en fait, qui vivent tranquillement, qui se sont adaptées, parce que, voilà, on est sur des deuxième, troisième générations de personnes qui sont arrivées. Et tu as des personnes, en fait, qui vont pas s'adapter du tout. Pas s'adapter. Donc, ils vont créer des points de deal, ils vont créer des péages pour que les gens puissent rentrer chez eux. C'est-à-dire que tu dois payer pour rentrer chez toi. Ça, je l'ai vu. Ils devaient donner de l'argent. Donc des péages clandestins. Des péages clandestins. Ils bloquaient les parkings et c'était tu filais 20 balles et tu avais le droit de garer ta voiture. Donc ça devient un peu des zones de non-droit. Donc les mairies, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils font appel à des grosses polices municipales qui créent
Et du coup, ils vont libérer un peu cet espace public, en fait, qui a été une zone de non-droit. Et moi, je comprends. Vous savez, quand on dit souvent, pourquoi les flics, ils interviennent pas, pourquoi ils vont pas dans la cité? Mais attendez, ils sont 3. Il y en a un qui vient de sortir d'école. Il y en a un qui est presque en retraite. Lui, il a plus envie de bosser. Ils vont tomber contre 40 ou 50 jeunes qui sont armés jusqu'aux dents. C'est compliqué, quoi. Même si tu as un peu de volonté, tu te dis, le ratio, il est là, quoi. On va se faire péter les dents, quoi. Toi, tu interviens toutes les nuits à ce moment-là, dans ces quartiers. Ça prend de l'ampleur. Ton nom est même tagué sur les murs. Ton frère est menacé. Comment tu vis cette époque-là et qu'est-ce qui fait que tu tiens le coup, tu tiens bon? C'est quoi? C'est par mission, par volonté, par loyauté? Clairement, je me dis, on a une mission, quoi. C'est aider les habitants. Je veux pas que les habitants ils se lèvent le matin et que leur voiture elle soit crevée. Je veux pas que les habitants ils se lèvent le matin et qu'ils se disent putain, la cage d'escalier a encore été brûlée, on n'a pas de boîte aux lettres. C'est horrible pour ce genre-là. C'est dur de se réveiller dans un climat d'insécurité comme ça. Donc moi, toutes les nuits, ce que je fais, c'est je vais au contact. Il n'y a pas de zone de non-droit. Partout, les autres ne veulent pas y aller. Avec mes équipes, on y va. On y va, on rentre dedans, on part à l'affrontement, ça c'est une réalité. On essaye de parlementer quand il y a un point de non-retour, directement, on part sur de l'action, on ne va pas se mentir. Quelquefois, c'est ce qu'ils attendent et c'est ce qu'ils veulent. Donc on répond présent, quoi. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils attendent. Ils recherchent l'affrontement, bien sûr, aiment... Bien sûr, ils aiment ça. Ils aiment entrer en contact avec les forces de l'ordre. C'est toujours et perpétuellement de l'affrontement. C'est-à-dire que tu viens, tu arrives sur un contrôle, tu es en mode tranquille. Bonjour messieurs, ok, contrôle. Non, ils refusent. Et du coup, là, forcément, il y a une barrière en fait qui se casse, quoi. Et t'as pas la même approche. C'est difficile de comparer, ma question est peut-être déplacée, mais tu as vécu les quartiers chauds, tu as vécu les terrains de guerre. Si tu devais les comparer derrière, que les gens aussi se rendent compte, parce que parfois on a l'impression, enfin moi je regarde très peu les médias, mais du peu que je vois, il y a vraiment l'impression que c'est chaud, que ça chauffe. Bien sûr, les médias parlent pas forcément des terrains de guerre, donc on a peu d'éléments de comparaison. Mais si tu devais qualifier l'un et l'autre en termes de dangerosité, en termes de folie, en termes de limites, en termes comment dirais-je, de perception qu'ont les gens, finalement, toi qui l'as vécu sur le terrain, comment tu le qualifierais? Alors, déjà, on ne peut pas comparer un théâtre de guerre avec une cité en France. C'est juste pas possible. Théâtre de guerre, tous les jours, on t'attaque à la Kalachnikov. En France, on n'en est peut-être pas arrivé là où est-ce que les personnes attaquent tous les jours les policiers à la Kalachnikov. Et encore. Mais aujourd'hui, on a une petite criminalité qui a dépassé des limites. À l'époque, ils vendaient un peu de shit. Ça s'arrêtait là, il y avait un peu d'agression. Aujourd'hui, ils ont très peu de limites. Comme on voit à Marseille, la personne qui était payée 2000 € pour les tuer, était tué un chauffeur VTC pour 2000 €, quoi. C'est hallucinant. Ils ont plus de limites. Moi, je me rappelle d'une vidéo choc, une vidéo qui m'avait choqué. J'étais au centre de supervision urbain, et on me dit, hier soir, il s'est passé un truc de fou. C'est un couple qui se perd en fait dans la cité, et ils décident de faire une marche arrière. Ils font leur marche arrière, et ils s'embourbent dans l'herbe. Donc ils bloquent en fait une petite partie de la cité, une rue, et là il y a un mec qui va les voir, et donc il fait des grands gestes, donc on n'a pas la communication, mais en gros il lui dit de dégager. Le mec essaye, donc sa femme prend le volant, lui il essaye de pousser la voiture, et là vu que c'est pas assez rapide, le mec lui envoie une droite, comme ça, gratos. Alors que le mec poussait la voiture. De là, il y a 5 ou 6 mecs qui arrivent en courant, ils tabassent le mec, la femme sort pour protéger en fait son mari, bon, elle se fait laminer aussi, et après un mec a l'idée d'ouvrir la portière arrière. Il y avait un gamin qui avait environ 5-6 ans dedans, et puis il commence à frapper le gamin. Au final, on se retrouve avec 2 personnes par terre, le gamin qui se détache, mais qui était en train de tituber parce qu'il avait pris 2 droites gratos. Et tu sais, quand tu viens au service le lendemain et que tu vois ça, ça te fout la rage, quoi. Tu te dis, mais putain, est-ce qu'on vit dans le même monde? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'agression? Au lieu de dire au mec, ok, attendez les gars, venez, on va aider le monsieur, on va l'aider à partir.
Bah non, agression gratos, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est triste en France, mais la France, ça devient le Mexique. Et ça, c'est une réalité. Des méthodes de voyous. De voyous. Donc, c'est dangereux. Moi, je me rappelle, les premières interventions, on me tirait au mortier d'artifice. Un mortier d'artifice, ça tue. Ça peut transpercer. Bon, c'est sûr, quand je sors de 10 ans d'armée, où j'ai connu le khalifisme, où j'ai connu les talibans, où j'ai connu Boko Haram, où j'ai connu l'État islamique à affronter, bon, ça me faisait pas peur. Mais c'est pas normal. À quelle époque on tire avec un mortier d'artifice sur un policier? Je sais pas, mais tu peux demander à n'importe qui ici, si on parle un peu avec nos grands-parents, à l'époque, on respectait qui? Le professeur, le maire, le curé, les gendarmes. Aujourd'hui, si tu regardes ces 4 éléments, le curé, il se fait découper la tête aujourd'hui, le gendarme, il se fait insulter, le professeur, il a plus de pouvoir, et le maire, bah, je t'en parle même pas. Donc on dégringole. Et ça, c'est une réalité. À quel moment tu te dis c'est fini, j'en peux plus, je quitte le système? Est-ce qu'il y a un élément, une goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui te fait sortir du système? Au niveau de la police, Ouais. on n'est pas appuyé. Je suis quotidiennement convoqué par l'officier de police judiciaire qui fait son travail, c'est pas lui, hein, mais pour m'expliquer des faits. Pourquoi j'ai interpellé cette personne? Pourquoi on a été jusqu'à la violence? Et c'est quotidien. Donc, tu as une famille et tu te dis, ok, je fais un métier qui est super. J'adorais ce métier. Et je soutiens toujours les forces de l'ordre. Mais c'est très compliqué. Tu as une enclume au-dessus de la tête. C'est-à-dire que tu te dis, je pars à mon travail, demain, je peux perdre mon travail. Parce que s'il y a un juge qui décide que tu n'étais pas dans ton bon droit, c'est terminé. Tu ne sais pas bien écrire, c'est fini. Ta carrière, elle est finie. Et aujourd'hui, je pense que, bon, je ne fais pas de politique, mais quand tu vois l'École nationale de la magistrature, ils ne sont pas pro-police. Donc, quand tu as un juge qui est là et qui va te taper sur les doigts, si tu es policier, souvent, voilà, il y a plus de crédit pour le voyou que le policier. Donc finalement, on te demande d'intervenir, de protéger les concitoyens, les civils, etc. Ouais. Mais dès lors que tu dois intervenir ou faire différentes choses, on te rappelle à l'ordre où il y a des problèmes. Bien sûr, j'ai le soutien du maire. Ouais. Parce que voilà, on est sous les ordres du maire. Donc le maire va me soutenir, va mettre en place des avocats pour nous défendre, parce qu'on va quand même au tribunal. Hein. Ah ouais. Ah ouais, non, ça va très loin, forcément. C'est des procédures judiciaires. Donc ils mettent en place des avocats où on ne paye pas. Ça, c'est une charge, en fait, qui est Charge mentale, lourde. une peur. Qui est lourde. Du jour au lendemain, tu te dis, tu peux tout perdre. Moi, je me rappelle d'une intervention en police. On nous appelle, on nous dit ok, intervenez vite sur un fast-food, il y a un conflit. Donc on met sirène de tout, on intervient rapidement. La première image que je vois, un mec qui est au sol, tête explosée. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc je commence le massage cardiaque parce qu'on n'est pas apte à dire ok, est-ce que la personne est morte, oui ou non. Ça, c'est un médecin régulateur du SAMU qui va décider. Même pas les pompiers. Donc on est premier intervenant, on commence le massage, on commence à prendre des informations, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec qui est venu dans la pizzeria et il a dit au serveur, tu as 5 minutes pour me faire un sandwich. Dans 5 minutes, il m'a pas fait le sandwich, je vais le regretter. Le mec, il prend un peu ça à la rigolade. 5 minutes après, il regarde sa montre, il sort son flingue, il en envoie deux dans la tête. Le mec décède directement. Dans quel monde on vit? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que tu vois que... Alors, tu peux pas comparer un théâtre de guerre avec ça, mais la cruauté, elle est là. À quel moment, en fait, tu décides d'enlever la vie à un mec parce qu'il n'a pas été assez rapide? C'est horrible. Pour te faire un sandwich. Ouais. Pour te faire un sandwich. Et après, moi, j'ai muté dans le 95 et je me rappelle d'une petite mamie, pareil, qui nous appelle sur une intervention. Et puis elle me dit, bah, monsieur, moi, j'en ai marre. Voilà, ils sont tout le temps en train de dealer en bas de chez moi. Je vais vous dire où est-ce qu'elle la cache. Donc elle m'explique où est-ce qu'elle est. Je lui dis, ok, madame, rentrez chez vous. On repassera plus tard, il n'y a pas de souci, on va s'en occuper. Elle rentre chez elle. Et dans la nuit, on décide d'y aller. On va taper la cache. Ok, il y avait le produit à l'intérieur, de la résine de cannabis. On prend, on fait une saisie sèche. On présente ça à l'officier de police judiciaire. Et là, 1 heure après, tu as le centre de supervision urbain qui m'appelle
et qui me dit, ouais, est-ce que vous pouvez intervenir par rapport à la petite grand-mère, elle a eu un problème sur la voie publique. J'arrive, car le véhicule, la première image que je vois, une grand-mère qui est assise sur un trottoir en train de caresser la tête de son chien. Mais juste la tête de son chien. En fait, les mecs avaient fait le lien. Ils avaient compris que la grand-mère avait balancé à la police où est-ce qu'était la cache. Elle avait sorti son chien le soir pour faire ses besoins. Ils lui ont décapité son chien. Donc, pour te dire, il y a 2 morceaux. Et elle était là, effondrée, en train de caresser la tête de son chien. Et tu te dis, mais où est-ce qu'on vit? Le groupe était pas loin, donc on a été parlementé avec eux, ce qui est logique. Mais tu peux arrêter personne. Il était vêtu de noir, avec un tour de cou noir, et il a pris la fuite. T'as aucun descriptif. Et les mecs seront jamais mis en cause. Mais tu vois un peu le sentiment que tu peux avoir. Je me disais, mais c'est horrible pour la grand-mère, quoi. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. Et t'as beau essayer de la consoler, en fait, elle est inconsolable, quoi. C'est son chien, c'est ce qu'elle a plus de mari. Et tu te dis, mais quel genre de personne, en fait, peut faire ça, quoi. Et justement, quand tu peux pas intervenir, quand à part essayer de parlementer ou autre, tu peux arrêter personne, quand en plus, lorsque tu interviens, tu dois te justifier, tu vas parfois même jusqu'au tribunal, comme tu l'évoques. Comment tu le sens? Est-ce que c'est une injustice? C'est presque... C'est une injustice pour moi complète. Complète. Je me dis, mais pourquoi ces mecs sont pas en prison? C'est horrible. Pourquoi laisser des mecs comme ça sur le territoire français alors qu'ils ne méritent pas? Ils méritent juste, en fait, ces mecs d'être en prison. C'est juste impossible, en fait, de vivre avec des personnes, c'est des animaux. Il faut le dire. Je me rappelle une fois dans une cage d'escalier, pareil, une petite mamie, 85 ans, je me rappelle de son âge. Elle leur demande gentiment, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me faire un peu plus de passage et arrêter de fumer votre chicha? Il y a un mec qui prend la chicha, il lui éclate en pleine tête. Ils prennent leurs cigarettes, ils lui ont tous éteint les mégots de cigarettes sur le front. Tu vois ce que je veux dire? Où est-ce qu'on arrive, quoi? Et là, tu interviens sur ça, tu peux faire quoi? Ouais. Et puis toi, tu interviens sur ça, tu as envie limite de tous les... De tous, ouais. Sauf que tu peux pas. Sauf que tu peux pas. Ouais. Voilà. Et donc, c'est difficile, quoi. Parce que tu te dis, putain, ça aurait pu être ma grand-mère. Est-ce qu'ils ont des grands-parents, ces gens-là? Est-ce qu'ils pensent à leurs grands-parents? Je suis pas sûr, quoi. En fait, on n'a pas les mêmes mentalités. Et donc, pour toutes ces raisons, à un moment donné, tu sors du système de la police. À quel moment tu as le déclic et tu te dis, je vais créer ma boîte? Je pars sur une intervention. Là, il y avait une personne qui était menacée. Et on lui vient en aide. Mais elle m'explique, en fait, OK, vous êtes venu en aide aujourd'hui pour moi. Mais demain, qu'est-ce qu'il en est? Je lui explique concrètement qu'on ne peut pas privatiser le service public, ce qui est logique, et qu'il sera tout seul. Et là, c'est vrai, quand je rentre le soir chez moi, je suis en mode... mais il y a quelque chose à faire, quoi. On ne peut pas en fait laisser cette personne qui est dans le besoin seule, pas accompagnée. Et là, j'ai le déclic et je me dis, OK, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Je monte ma boîte de Protec. Je faisais en même temps, depuis mon entrée en police, de la protection rapprochée. J'avais l'accord. Donc, je connaissais bien cette partie du travail. Et je me dis, en fait, ça va être complémentaire. Et à ce moment-là, tout de suite, tu as cette approche où tu vas faire une cyber-enquête, tu vas analyser les angles morts des différents profils pour avoir une sorte de périmètre de sécurité 360 continu autour de tes clients, ou au départ, c'est du one-to-one, ou lorsqu'il y a une demande particulière, tu vas mettre en place un dispositif de sécurité. Comment ça se passe? Quel est le processus qui fait que l'IMA devient ce qu'est l'IMA aujourd'hui? OK. Premièrement, c'est vrai que avoir des clients, c'est pas évident en protection rapprochée. Il faut convaincre. C'est dur aujourd'hui parce qu'on n'est pas dans cette mentalité en France. Tu vas en Europe de l'Est, tu vas en Russie, tu auras facilement des clients. Parce que la mentalité en Europe de l'Est ou en Russie, c'est t'as de l'argent, tu te fais protéger. Et c'est logique. En France, t'as de l'argent, ah non, tu te fais pas protéger. C'est un peu la mentalité. Si tu te fais protéger, ça va être, ouais, t'as vu le mec,
il a le melon, il se fait protéger maintenant, il se prend pour qui? Il a quelque chose à cacher. Il a quelque chose à cacher, c'est un délinquant, c'est un trafiquant, il fait de l'argent sale. Et on a cette mentalité française. Et c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, le monde a changé. Lorsqu'on fait appel à une protection rapprochée, c'est pour différents besoins, différents services. Et chaque personne a ses besoins. Et nous, on analyse en fait les besoins. Quand je démarche, je pars sur du one-to-one avec des clients, voilà, je leur propose mes services. Ça matche bien. Et au bout d'un moment, je dis, bah voilà, ce que je veux, c'est monter ma entreprise, mais vraiment percer. À quoi je veux m'attaquer? Je veux m'attaquer à des marchés publics, des grosses sociétés. C'est-à-dire, ça peut être des sociétés de luxe LVMH, ça peut être des banques BNP Paribas qui font appel à de la protection rapprochée régulièrement. Et j'avais cette idée en tête. Donc, on met tout en place. Moi, ce que je recrute, c'est quelle est ma vision de la chose en protection rapprochée. Je vois un peu comment ça se passe à côté et je me dis, il y a 56 000 gardes du corps en France. Sur les 56 000, il y en a combien de professionnels? Une poignée. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Pourquoi? À l'époque, l'agent de sécurité, alors je ne dévalorise pas la profession, qui était arrière-caisse, il pouvait, avec le CPF, compte personnel formation, avoir la formation de garde du corps. Ok, donc n'importe qui avec son CPF, c'est garde du corps. Ils sont tous passés en tant que garde du corps. J'ai vu des boulangers, j'ai vu tout ce que tu peux voir comme métier, ils ont tous maintenant leur garde du corps. Pourquoi? Ils faisaient une formation sur 2 semaines en accéléré, où les mecs, ils se prenaient pour des agents 007, et ils se disaient, ouais, c'est bon, je suis garde du corps. Ok, c'est combien ton prix? Moi, je disais, avec ma société, c'est entre 750 et 1250 € par mois, si tu veux un agent. Et le mec, il arrivait... Par mois? Par jour? Excuse-moi. Avec ma société, le prix, c'est entre 750 et 1250 € par jour. Et là, tu avais un mec qui arrivait, boulanger, quoi. Et moi, c'est 200 €, si tu veux. Mais sauf qu'il y a des gens qui tombent dans le panneau. Attends, le mec, il garde du corps, il me dit, il a sa carte, je vais le prendre. Sauf que c'est pas pareil, quoi. Ça n'a rien à voir. Il n'a pas l'expérience. Moi, du coup, je décide de recruter que des anciens gendarmes, anciens policiers, anciens militaires. Il n'y a que ça, c'est moi. Tu ne vas pas trouver de civil. Tu ne vas pas trouver le mec qui était à Aldi à l'époque en arrière-caisse. Non, il ne viendra pas chez moi. Ensuite, tous nos CV sont vérifiés. J'ai un contact. Lui, son job, c'est de vérifier tous les CV. Il a les réseaux en police, en gendarmerie, dans l'armée. Et on vérifie si tout correspond. Parce que souvent, tu as des mecs aussi qui s'inventent des vies et qui veulent essayer de passer à travers pour venir intégrer l'équipe. Nous, on vérifie tout. Et c'est comme ça qu'on part sur de la protection rapprochée à l'international, mais qu'avec des anciens militaires, anciens gendarmes, anciens policiers. Et ça marche plutôt bien parce que les personnes, en fait, nous font confiance. Et rapidement, on parle de nous et nous disent, OK, nous, on veut bosser avec l'IMA. Les mecs sont professionnels, ils ont des contacts, ils ont du réseau. Pourquoi? C'est-à-dire que tu vas me dire, demain, il y a un event. Je vais toujours dire à un collègue, vas-y, passe, je suis sur cet event, viens boire un café. Ça paraît anodin. Et ça fait quoi? Ça fait de la présence policière qui vient et ça rassure les gens. Donc, en fait, ça, c'est super. On joue sur, en même temps, nos connaissances, nos contacts et la sécurité, en fait, qui va autour. Et ça, tout ça, en fait, ça marche. Complètement. Et surtout, tu vois, j'insiste sur un point. Nous, par exemple, il y a quelques jours, on organise un gros événement. Il y a des personnalités connues, il y a des équipes, il y a des ressources, il y a plein de choses. Il y a surtout plus de 350 clients. Donc, effectivement, on fait appel à ta société, on en parle, on discute. Et le brief, il est simple, c'est protéger les clients, protéger les intervenants et être là pour sécuriser le périmètre en cas de besoin. Donc, c'est plus préventif que dissuasif ou autre chose. Et même dans le brief, c'est on ne veut même pas que les agents soient visibles. Ils peuvent être prêts à intervenir, mais pas forcément visibles. Donc, ça dépend vraiment du point. Et pourquoi est-ce qu'on met en place ce genre de choses sur tous nos événements ou quasi tous nos événements? C'est aussi parce qu'aujourd'hui, en France, et même ailleurs, c'est aussi de plus en plus dangereux. On le voit à l'actualité. Tu en as parlé tout à l'heure, la France, ça devient le Mexique. Il y a de ça une semaine, quasi jour pour jour, voire jour pour jour. C'était mardi dernier, il me semble. Il y a cette jeune femme qui se fait tentative de kidnapping sur la voie publique devant 10 personnes. Quasiment personne n'intervient. Elle est avec son mari et son enfant de 2 ans.
C'est assez dingue de voir ce type de scène. Il y a de ça quelques années, on ne le voyait pas ou peut-être que ce n'était pas relayé par les médias. Comment toi, tu vois l'évolution en fait, de toutes ces choses avec ces actualités? J'imagine que depuis 6 mois où il y a eu toutes ces histoires de dirigeants crypto ou crypto-millionnaires qui ont eu des problématiques, soit eux directement, soit des membres de leur famille, les demandes ont explosé. Dans quelle mouvance en fait ce marché évolue? Pourquoi je te pose cette question? Non pas pour surfer sur une tendance, mais plus aussi pour éveiller les esprits. De plus en plus de gens font du personal branding, montrent des choses sur Internet et ne se rendent pas compte que parfois ils mettent en danger aussi leurs proches. Et j'ai vraiment envie qu'on insiste là-dessus, plus dans une démarche préventive qu'autre chose. Ok. Aujourd'hui, pour faire simple, tu as 550 homejacking par an en France. Juste énorme. Sur la période 2025, on est sur une hausse de 35%. Donc les chiffres, en fait, on va les exploser avant la fin de l'année. C'est des choses qu'on ne voyait pas à l'époque. On était beaucoup sur du carjacking. Ok, ils volaient la voiture, ils partaient avec la voiture, et c'était terminé. Aujourd'hui, la petite criminalité, c'est professionnalisée. Qu'est-ce que j'entends par professionnaliser? À l'époque, tu montais au braquage pour 100 000, 200 000 euros. Tu allais te faire un McDo, tu allais te faire une banque, tu avais de l'armement, tu avais une logistique à avoir, parce que voilà, il fallait avoir des véhicules, il fallait pouvoir s'enfuir, il fallait pouvoir ensuite utiliser l'argent que tu avais reçu, et tu avais des risques. Des risques pourquoi? Des risques d'avoir directement une confrontation avec la police lors d'un braquage. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, la criminalité, elle a évolué. Ils ont vu qu'il y avait une monnaie virtuelle qui arrivait, la crypto-monnaie. Ils se sont intéressés à ce secteur. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs, infopreneurs, chefs d'entreprise, ils ont tous de la crypto-monnaie. Tous. Le mec qui me dit « Ah non, moi j'ai tout mis mon patrimoine en immobilier », c'est faux. On a tous un wallet. On a tous un ledger. On connaît tous ça. Et la petite criminalité en prison, elle commençait à regarder les actualités, ils se sont renseignés, ils ont dit « Ah bah tiens, c'est assez intéressant, il y a un mec là, il s'est tapé un entrepreneur, il a pris 2 millions. 2 millions en crypto. Et puis ils ne sont pas fait choper. » Moi, j'ai un ami qui est à l'ERIS, dans les groupes d'intervention régionales au niveau des prisons. Il m'a dit, c'est de la folie. Ils parlent que de ça maintenant en prison. Ils veulent se taper l'entrepreneur, ils vont enquêter sur lui, ils sont professionnels, les mecs. Ils se disent quoi? Putain, je vends du shit, la BAC, elle me casse les couilles tous les jours, je fais pas assez d'argent. Le braquage, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Les risques, ils sont forts parce qu'il y a de plus en plus de policiers. On a une chance sur 2 de tomber avec eux. La crypto-monnaie, taper un entrepreneur, putain, c'est nouveau. On a juste à le kidnapper, une fois qu'il est dans la voiture, c'est terminé, quoi. Et on aura ce qu'on veut. Comment ça s'organise? C'est vraiment très, 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 très professionnel. Tu as une personne, un capitaine, par exemple, je vais parler en termes de grade, qui va être dans le Moyen-Orient, qui va être sur le Maghreb. Lui, il va donner des ordres. Il va dire, OK, les gars, on a travaillé avec le service de renseignement, parce qu'ils ont un service de renseignement. On a vu que cette personne, voilà, régulièrement, elle poste des posts. Où est-ce qu'on voit ses voitures? Où est-ce qu'on voit son lifestyle? Où est-ce qu'on voit son argent en direct? Où est-ce qu'on voit son wallet? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens postent leur wallet, disent, bah, tiens, j'ai 100 bitcoins, c'est super, regardez comment ça monte, investissez dans mon marketing. Et les mecs sont comme des fous, ils investissent à fond. Parce qu'ils disent, putain, ce mec est un dieu, il a trouvé la solution, moi aussi je veux de la thune. Pour certains, ça marche, pour d'autres, c'est un gros Ponzi, ça on le voit, mais ça ne me regarde pas. Ensuite, une fois qu'ils ont ciblé cette personne, ils vont avoir un service qui, eux, sont spécialisés pour entrer dans un domicile. C'est-à-dire qu'ils vont se déguiser, ils vont faire des supercheries pour pouvoir rentrer dans le domicile. OK, on vient contrôler le compteur d'eau, c'est Enedis, on vient changer votre nouveau truc, mais on l'a déjà. Non, mais madame, il faut qu'on vérifie. Une fois que les mecs sont rentrés dans le domicile, là, il y a une deuxième équipe qui vient, et eux, ils sont spécialisés pour ligoter les personnes. Eux, c'est rapide. Ils ligotent et ils fouillent tout l'appartement. Ça, c'est leur job. Une fois qu'ils ont fouillé l'appartement,
Il y a une troisième équipe qui est en bas, et eux, c'est des chauffeurs. Voilà, c'est des chauffeurs. Leur mission, c'est de récupérer le colis, l'amener à un point A, l'amener à un point B, changer de véhicule. On crame le premier véhicule qui était au point A, on prend le véhicule qui était au point B et on remonte. On va à notre destination. Et une fois qu'il y a ça, c'est marrant, tu as des services de communication. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont être spécialisés dans la communication. Ils vont avoir leur caméra, ils vont contacter la personne qui est victime, ils vont dire « Ok, maintenant on a ton mari, maintenant on a ta femme, tu vas nous filer 15 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. » Et petit à petit, ça augmente. Tu commences avec 15, il continue la route, il refait une deuxième vidéo. Ok, maintenant c'est 100. Ok, après 100. Tu veux pas? Bah regarde. Là, il y a une équipe qui vient, qui intervient, et eux, ils sont spécialisés dans la violence. Ils sont là pour frapper les gens. Donc, ils vont les frapper. T'as pas donné les 100? Ok. Bah, on appelle un autre ami à nous, qui lui, on l'appelle le boucher, puis lui, il va commencer à couper des doigts. Un doigt. Bizarrement, tu donnes tes 100. Tu dis, bah, donne 1 si je coupe la main. Ah, tu donnes 1. T'as beau être entouré, en fait, de tous les différents services, en fait, de police, tout ça, qui vont essayer de faire leur maximum, vu que c'est très compliqué aujourd'hui. Moi, je parle avec des négociateurs, voilà, je suis en contact permanent avec eux, parce que voilà, on est complémentaires. Ils me disent, Cédric, on a de plus en plus de mal. Pourquoi? C'est de l'argent numérique. Les mecs, ils font un tour de magie, ils lavent l'argent, pourtant on essaye de bloquer, ils lavent l'argent dans une lessiveuse, numériquement, je parle. Ils repartent. Ils me disent, c'est compliqué. Après, ils lâchent la victime, et puis les mecs, ils sont tranquilles. Ils ont pris 2-3 M en 2 jours. Et ils se disent quoi maintenant? Putain, je veux faire ça. Je veux faire ça. Une fois que j'ai mes 3 M, je suis bien. Je pars dans le Moyen-Orient investir, je pars au Maghreb investir, peu importe. Eux, ils voudront bien de mon argent et puis après, je suis tranquille, quoi. Comment s'en protéger? Quel dispositif de prévention mettre en place pour éviter d'être victime de ce type de situation? Parce que là, on parle de gens qui effectivement montrent leur lifestyle, leur montrent leur voiture, leur crypto, etc. sur Internet. Ça ne concerne pas 100% des personnes qui nous écoutent, mais ça peut en concerner quelques-uns. Peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, ce ne sont pas que ces gens liés à la crypto qui seront potentiellement victimes de ça. Il y en aurait d'autres sur d'autres marchés, sur d'autres secteurs, ou dès lors que tu es plus ou moins liquide. Comment s'en protéger? On le voit aujourd'hui, hein, c'est pas que les personnes qui sont dans la crypto ou qui sont pseudo-entrepreneurs qui montent leur lifestyle qui sont touchés. Aujourd'hui, tu as un ami à toi qui sait que tu as de l'argent, ça va parler, l'ami parle à une autre personne et qui dit bah tiens, bah, cette personne, elle a pas mal d'argent et je sais que le mec, il a un peu de crypto. Ils vont s'attaquer à toi. Si tu prends 200 000 euros sur un coup, c'est énorme pour eux. C'est énorme. Donc toi, tu vas te dire, mais mec, moi c'est bon, je suis pas millionnaire, j'ai que 200 000 euros, bah file tes 200 000. Tu vois? C'est un peu ça le problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à des catégories de la population qui sont dans la population pas ultra riche, mais qui sont dans la moyenne haute, où les gens ont réussi à placer un peu de crypto et ils vont aller s'attaquer à eux. Donc c'est super dangereux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait beaucoup de prévention. C'est vrai que on est toujours là à dire faites attention, arrêtez de montrer vos voitures et tout. Certaines personnes n'y peuvent pas. C'est leur business. Ils ne pourront jamais arrêter. Ça fait vendre. On va pas se mentir. Donc ce serait un peu prétentieux de ma part de dire ok, bah, arrête ton business et puis t'es tranquille. Non, la personne elle a envie de continuer à croître. Elle se dit moi j'en ai besoin. J'ai besoin de nourrir ma famille et ça je le comprends. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va mettre en place des dispositifs de sécurité, nous. On va lui proposer différents services, suivant ses moyens. Est-ce que la personne veut être accompagnée 24 heures sur 24 avec un agent de protection rapproché? Est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'on en a besoin sur sa famille? Oui, non. Ça, on va l'évaluer. Ensuite, on va évaluer, nous, si c'est une personne à risque, de notre point de vue. Moi, j'ai une société aussi qui s'appelle Lima Cyber. On va cleaner, en fait, tout son passé à la personne. C'est-à-dire que je vais partir de zéro, je vais prendre juste son nom, prénom, et je vais regarder, OK, où est-ce que je peux retrouver cette personne? Qu'est-ce que j'ai comme info sur lui? OK, là, il y a une adresse par rapport à une école quand il était à l'école primaire. Parce que ça, on retrouve tout. On va cutter ça. Directement, on va retrouver une adresse où il a passé son permis de conduire à telle auto-école, il y avait cette information. Bah, pareil, on va arriver dans le système, on va supprimer ça. On va essayer de supprimer un maximum d'informations sur la personne. Et ensuite, on va ajouter des infos. Plein d'infos. Pour brouiller les pistes.
Ok, il était là, il était là, il était là, il était là. Et les mecs, une fois qu'ils ont leur service d'enquête, plus ou moins, pour chercher où est-ce qu'habite la personne, c'est beaucoup plus compliqué à la tracer. Donc, on met ces dispositifs en place. Et souvent, il y a certaines personnes qui me disent « Ouais, mais attends, Cédric, t'es un peu cher. Moi, j'ai pas les moyens de payer entre 750 et 1250 euros par jour. » Est-ce que je peux comprendre? C'est une somme, il faut avoir pas mal d'argent. Ils disent « Mais pourquoi, en fait, tu payes... voilà. Quel est le but de cette facturation? Pourquoi ?» Je dis « Moi, premièrement, on est en France, on est une société française, on a des charges, comme vous tous. Les mecs, c'est pas des paysans. C'est des mecs qui ont fait la guerre, c'est des mecs qui ont des capacités à neutraliser des personnes, s'il y a besoin, et c'est des mecs qui vont donner leur vie pour vous. C'est-à-dire que demain, t'as un mec qui rentre chez toi, la personne qui va mourir, c'est pas toi, ton garde du corps. Alors, est-ce que tu trouves ça cher de payer 750 euros par jour pour que ton garde du corps perde la vie, ou pour que toi, tu sois en vie? Ça, c'est un choix. Et ça, c'est ta décision. Mais moi, je trouve que par rapport aux capacités et au CV des mecs qu'on envoie, c'est correct. Et on fait partie des moins chers du marché. Ensuite, il y a la deuxième partie, on va dire, il y a une personne qui va gagner entre 30 et 40 000 euros par mois, ou même jusqu'à 15. Et il va dire, non, moi, je commence à être un peu une personne à risque. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Donc, à partir de ce niveau de revenu, ouais. Tu deviens une personne à risque. Bien sûr, à partir de 15 000 euros. C'est intéressant de le souligner, parce qu'effectivement... Ah oui. Tu commences à faire des jaloux autour de toi, tu n'as plus les mêmes amis, les gens te jalousent. Tu sais, à partir de ce cap, ce que je veux dire, dès que tu commences à rentrer dans les 15 000 euros par mois, les gens sont différents avec toi. Je le souligne, hein, parce que ceux qui nous écoutent, c'est majoritairement des entrepreneurs, et peut-être que certains n'ont pas conscience de à quel point tu deviens une cible. Quand est-ce que tu deviens une cible potentielle? Et tu vois, moi, par exemple, notamment avant de te connaître, différents échanges, discussions qu'on a eus, on a pu travailler ensemble à plusieurs reprises sur différents sujets. Je me disais, wow, il faut être multimillionnaire en liquide pour être potentiellement une cible, montrer que tu as une boîte à 50, 100, 200 millions. Et tu vois, là, tu le dis, à partir de 15, 30 000 euros par mois, 50 000 euros par mois, tu deviens une cible. Ouais. Là, j'ai envoyé des gardes du corps, je te le disais là, avant l'émission, en Suisse. C'est un entrepreneur, il fait 20 000 euros par mois. Il était ciblé. Et aujourd'hui, il fait appel à nos services. Parce que la menace est réelle et elle est actuelle. Et pour tous ces entrepreneurs, c'est vrai, toutes les personnes qui pourraient être potentiellement ciblées, on a créé une conciergerie de sécurité. On est les premiers en France. Voilà, parce que tu as des conciergeries un petit peu partout, mais de sécurité, c'est complètement différent. Qu'est-ce que tu vas avoir dans cette conciergerie? Tu vas avoir un numéro 24-24 avec une personne en ligne, c'est soit un gendarme, soit un policier. Simple. Lui, il va te répondre. Tu vas me dire, ouais, mais ça sert à quoi? Ok. Demain, tes parents, ils habitent dans le sud de la France, à Agen. Et là, tu me dis, putain, Cédric, ça pue pour mes parents. Je sens que ça commence à être des cibles. Nous, on va cibler tout. Je veux dire, ok, quelle personne est à risque? Tes parents, ta sœur, ton voisin, peu importe. Des personnes qui te connaissent et qui pourraient potentiellement être agressées par rapport à toi. Vu que la cible principale, c'est pas forcément toi. Ça va être des proches. Ça va être ton assistante. Ça va être le voisin avec qui tu as grandi, mais que tu vois, tu as créé un lien avec lui et que tu n'aimerais pas qu'il lui arrive quelque chose à cause de toi. Toutes ces personnes, en fait, ça va être des personnes à cible. Et nous, ce qu'on va faire, c'est on va arriver, ok, on va poser les choses, ok, tu as tant d'argent, on va voir en fait quelle cible potentiellement peut être en danger, mise en danger à cause de toi. Ta mère, ton père, ok. Ta mère, elle habite où? À Agen, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais rentrer en contact avec la gendarmerie nationale, la police nationale ou la police municipale la plus proche, suivant le secteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à avoir le numéro du chef de poste. Le chef de poste, c'est le mec qui est de garde 24-24 au commissariat ou à la gendarmerie. Le téléphone de service. Je veux ce numéro. Pourquoi? C'est-à-dire que je vais créer un groupe sur WhatsApp avec toi, par exemple, ta mère, et le jour où il y a une alerte, directement, quand je reçois l'alerte, je sais exactement où est-ce que se situe l'habitation de ta mère. Qu'est-ce que je fais? J'appelle directement le chef de poste. Ok, intervenez à ce domicile. Il y a un problème. Le chef de poste, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie directement une patrouille. Pourquoi on fait ça? On va couper le circuit.
Si tu as un problème en France et que tu appelles le 17, en moyenne, c'est entre 20 et 24 minutes d'attente. 20 et 24 minutes, c'est long. Plus le déplacement, les mecs, ils ont le temps de travailler s'ils viennent à ton domicile. Donc là, on va couper cette première étape. Directement, on envoie l'unité sur place. Ensuite, elle va faire ce qu'elle a à faire. Et ça fait vraiment gagner du temps. Ensuite, nous, on a nos groupes à nous, où est-ce qu'on est encore en police, en gendarmerie. On a nos contacts. Par exemple, OK, la personne s'est fait enlever. Directement, nous, on balance sur nos groupes. On est en mode, OK, les gars, il y a une Mégane RS qui remonte sur Paris. Faites attention, il y a potentiellement une personne dedans. Et là, c'est des groupes avec 6-7 000 personnes. Donc, en fait, on va encore gagner en efficacité. Et sur Paris, on a créé, en fait, ce qu'on appelle des unités motorisées qui interviennent en moins de 20 minutes au domicile. C'est-à-dire que stratégiquement, j'ai positionné en fait des gardes du corps qui sont en astreinte un peu partout avec des motos sur l'Île-de-France. Et dès que j'ai une alerte, en plus de la police, j'ai mes gardes du corps en fait qui partent sur l'alerte. Et ça, en fait, on gagne en efficacité. Et aujourd'hui, en fait, on est obligé concrètement de se protéger. Finalement, c'est une façon aussi efficace de réagir de manière réactive. C'est un peu une course contre la montre à chaque fois. Clairement, les premières minutes sont super importantes. Et les gens me demandent souvent, c'est quoi le prix ? Le prix, on est à 12 000 € à l'année. Ça fait 1 000 € par mois. Pour certains, c'est un budget. Pour d'autres, ils vont dire, ouais, c'est correct. On a essayé d'être le moins cher possible. Parce qu'on a pas mal de dépenses, c'est vrai. Quand on y pense, on a un gros travail avec les motos, tout ça. Ça coûte très cher de mettre des personnes d'astreinte aussi. C'est un prix. On a fixé ça à 1 000 € par mois. Et les personnes ont un numéro d'urgence sur qui compter. Et peu importe, tu vas me dire demain, tiens, je suis à Bali, j'ai un problème, Cédric. Il n'y a pas de souci, on va trouver une solution. Peu importe dans le monde. Peu importe. On aura toujours des contacts sur les ambassades. Partout. On est spécialisé là-dedans. J'ai un peu plus de 1500 personnes qui bossent pour moi à l'heure actuelle. Parmi les gendarmes, il y aura toujours un qui connaîtra l'ambassade où est-ce que tu es. Il y a récemment une intervention justement sur laquelle vous avez pu intervenir et résoudre une problématique de ce type, ou alors c'était une fausse alerte, peu importe. Ouais, dernièrement j'en ai eu une. Ça fait sourire, mais c'est pas vraiment très drôle. Il y a une dame d'origine russe qui m'appelle, donc elle est l'astreinte. Elle me dit je me fais homejacker. Elle habitait dans le sud de la France. Ok, pas de souci, on prend en compte. Directement, nous, on appelle le chef de poste. Le chef de poste me dit ok, t'es sûr de toi ? Ouais, je suis sûr de moi, elle se fait homejacker. Il envoie une patrouille de la BAC. La patrouille de la BAC me contacte en direct. Il me dit ok, là on a sécurisé l'immeuble. On voit de la lumière sur le 3e étage. Je lui donne tous les codes parce que nous, on a toutes les instructions. Donc je lui donne les codes. Et je lui dis je suis avec la victime. Elle est cachée dans un placard. Elle ne bouge plus. Elle entend du monde qui est à l'intérieur de son domicile. Intervenez. 20 minutes après, ils font une colonne d'assaut. Ils pètent le bâtiment. Ils pètent la porte. Ils rentrent dans l'immeuble. Le mec, il me rappelle là-bas, qui me dit, mec, on a trouvé la cliente, mais il n'y a rien, quoi. Personne. J'appelle la cliente, je lui dis, qu'est-ce qui se passe ? 3 jours avant, elle a eu un homejacking. Du coup, elle a fait appel à la société pour avoir une astreinte et un syndrome post-traumatique. Elle a entendu, en fait, la clenche de la porte qui a clenché, visiblement, c'est ce qu'elle nous dit. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère envoyer les forces de l'ordre en fait sur une intervention et qu'il n'y ait rien, plutôt les envoyer et qu'il y ait quelque chose. Donc, on est vachement dans la prévention. On va être dans l'anticipation en fait avec notre société. Complètement. Je rebondis, j'insiste sur un point, mais tu disais, c'est pas forcément le client final ou l'acteur principal qui va être la cible d'une attaque potentielle, mais c'est souvent ses proches. On l'a vu récemment dans les médias avec récemment. Quelqu'un, un millionnaire crypto à Dubaï, ses parents avaient été pris. Un grand entrepreneur français connu qui a créé une grande boîte, son cofondateur, on connaît l'histoire. Toutes ces choses-là, comment justement on peut mettre en place un dispositif pour sécuriser ça, ne serait-ce que déjà effectivement arrêter de communiquer de cette façon-là, mais si c'est notre gagne-pain pour certains,
c'est assez compliqué. D'autant plus que certes, il y a le côté marketing, mais il y a aussi, entre toi et moi, ce côté égo pour beaucoup. Ils veulent montrer. Et puis, tu vois, c'est à chaque fois, tu dois montrer de plus en plus. Certains, quand ils montent la Lambo, ça suffit plus, il faut la Bugatti. Ouais. Quand ils montent le petit bateau, le jet ski, il faut le yacht ensuite. La first class ne suffit plus, c'est le jet privé. La Rolex ne suffit plus, c'est la Audemars, puis la Richard Mille. Et puis, c'est une escalade, en fait, de choses. Alors, assez risque et péril, j'ai envie de dire. Certains sont plutôt, ont un peu plus de pudeur sur les réseaux. D'autres n'en ont pas du tout. Mais ne serait-ce qu'évoquer à ses parents, par exemple, on va mettre en place un dispositif de sécurité et les risques. C'est pas forcément facile. Est-ce que tout le monde doit le faire? Comment est-ce qu'on doit le faire? C'est important. Je pense qu'aujourd'hui, les parents sont au courant plus ou moins. Ils voient l'actualité de nos jours. Ils se disent ah ouais, quand même, les personnes vont loin en ce moment. S'ils voient que le fils il commence à faire un petit peu d'argent qu'il voit sur les réseaux, ils sont câblés, les parents. Ils savent très bien. Moi, ce que je conseille aux clients, c'est vraiment d'avoir une approche un peu souple avec les parents, pas les mettre dans un état de stress, mais qu'ils comprennent dans quel monde on vit, qu'il y a des risques, il y a un potentiel kidnapping qui peut être fait, et qu'il a pris en fait toutes les solutions et toutes les alternatives pour éviter ce kidnapping. Donc on parle de la conciergerie, on parle des délais d'intervention. Après, malheureusement, ce que je veux dire, si tu n'as pas un garde du corps 24/24, 7/7 avec toi, le kidnapping, si tu dois le prendre, malheureusement, tu le prendras. On a beau mettre tout en place. Alors oui, on va gagner des délais avec la police. La police pourra intervenir en tant que primo-intervenant et pourra contrer ce kidnapping ou cet homejacking, mais on n'est pas magicien, quoi. Mais on va mettre tout en place, quoi. Quand tu as lancé Lima au départ, tu avais tout de suite cette vision, et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, qui est un nouveau monde, hein, c'est un métier tout entier à apprendre. C'est quoi les plus grands challenges que tu as eus? Est-ce que c'est vendre? Tu parlais de trouver des clients. Est-ce que c'est recruter? Parce que tu ne peux pas recruter n'importe qui. Il y a des niveaux de qualification, de compétences et d'attitude aussi qui sont importants. Est-ce que c'est autre chose? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des talents, des compétences, qui ont des années d'expérience, qui pourraient les mettre à profit d'un marché. Mais quand on se lance dans l'entreprise, c'est un autre monde. Le secteur privé, c'est très, très complexe. On met un peu plus d'1 an à avoir notre licence, qui est délivrée par le ministère de l'Intérieur. On est régi sous le CNAPS, Centre national des activités privées de la sécurité. C'est vraiment très, très, très bien organisé et très, très bien encadré. Ça, c'est une première chose. Une fois qu'on réussit à avoir notre licence, le challenge, c'est de trouver des clients. Les gardes du corps, je disais. Le recrutement, c'est super facile pour moi. Pourquoi? Parce que les mecs ont déjà été formés. Il y a la police qui les a formés une première fois, il y a l'armée qui les a formés une première fois, il y a la gendarmerie qui les a formés une première fois. Les formations pour les mecs qui durent 1 an, c'est du 70 000, 80 000 euros. C'est énorme. On ne se rend pas compte souvent, on se dit ouais, c'est bon, le mec il a fait une formation de police, voilà, tranquille. Non, parce que le mec tout au long de sa carrière, il va se former. Il va avoir des compétences, c'est-à-dire il va avoir des compétences dans les sports de combat, il va avoir des compétences sur le médical. En fait, on ne parle pas que d'un simple flic, d'un simple militaire. On parlait d'une personne complète. Demain, je te parlais, tu pars à l'étranger, t'es perdu dans la jungle. T'inquiète pas, hein, des spécialistes de la Guyane, j'en ai plein, ils vont te retrouver. Il n'y a pas de souci. Mais c'est super important de préciser. Donc, niveau recrutement, assez simple. On a un réseau, on travaille contre nous. C'est toujours les mêmes, plus ou moins les mêmes profils en fait qui reviennent. Donc, après, chercher des clients, c'était la partie la plus dure. La partie la plus dure, c'est de se faire connaître. Donc, on est dans un monde où beaucoup de personnes se lancent sur divers horizons, sur diverses sociétés. Et j'avais le chiffre, c'était, je crois qu'il y avait 10 sociétés de protection rapprochées qui étaient créées chaque mois. Au bout de 3 mois, 99% ferment. Ah ouais. C'est marrant. C'est très compliqué en fait de durer dans ce milieu. 3 mois, c'est très court. Hein. Très court. Et ils se rendent compte. Parce qu'il y a des coûts. Il y a des coûts en fait qui sont astronomiques. Donc ils se rendent compte qu'il n'y a aucun client sur 3 mois qui est arrivé, qui prennent que des râteaux. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas 3 ans de boîte, tu ne peux pas avoir accès à un appel sur le public.
C'est-à-dire que demain, tu veux rentrer sur la BNP Paribas, on te demande les 3 derniers bulletins. Et ça passe pas. Donc les mecs, en fait, ils se rendent compte, ah merde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des clients one-one? Non, il n'y en a pas, on n'a pas les connaissances. Là, tu faisais quoi avant? Moi, je faisais des funnels de vente, et puis du coup, je pensais que ça allait marcher. On allait faire 3 slides, et puis c'est bon, qu'on allait te contacter. Non, c'est pas du tout ça. C'est du réseau, c'est du bouche à oreille, c'est OK, est-ce que tu connais... Par exemple, moi, j'ai un frère jumeau. Et les gens, souvent, sur Paris, disent, est-ce que tu connais les jumeaux? Ils sont en protection rapprochée. Et ça, c'est un marketing de malade, parce que les gens, en fait, ah ouais, les flics, ouais, je les connais, ils sont super sympas et tout, t'as déjà bossé avec eux. Et petit à petit, c'est comme ça que tu sors un petit peu du lot, quoi. Et quand ils voient que t'es professionnel, ils te rappellent les gens, souvent. On n'en a pas parlé, mais justement, tu l'évoques, ton frère, vous travaillez en famille, Ouais. aussi ton papa notamment. Ouais, exactement. Comment tu as constitué cette équipe autour de toi pour pouvoir intervenir en tout temps et couvrir tout le spectre aujourd'hui de ce que vous proposez? Aujourd'hui, c'est dur, en fait, de trouver des personnes de confiance qui vont pas vouloir aussi se lancer eux-mêmes dans dans le même marché que toi. Parce que forcément, ça fait des envieux. Et puis, quand la personne voit que tu commences à bien gagner ta vie, à bien évoluer, il y a toujours un mec dans l'équipe qui se dit, OK, moi, je vais faire la même chose que toi, mais en mieux. Bon, il s'essaye. Hein. Souvent, il se casse un peu les dents. Et moi, j'ai fait le choix de la famille. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai un frère jumeau sur qui je peux compter et que j'ai confiance à 100% envers lui. Je sais qu'il me trahira jamais. Le padré, voilà, c'est le padré, quoi, c'est le père de la famille, voilà, ancien major, en antenne spécialisée de la gendarmerie. On s'est toujours bien entendu, quoi. Et c'est assez simple. C'est-à-dire que quand je peux pas, il y en a toujours un qui peut, et le client est toujours satisfait au final. On va sur des marchés publics. Souvent, en fait, les directeurs sécurité dans les grosses boîtes sont d'anciens militaires, anciens gendarmes, anciens policiers. Et on est malin, parce que si c'est un ancien militaire, c'est moi qui me déplace. Si c'est un ancien gendarme, c'est mon père qui se déplace. Si c'est un ancien policier, c'est mon frère qui se déplace. Pourquoi? Ça fait une connexion, ça match directement. Putain, t'étais où? Ah ouais, moi, en telle année, j'y étais aussi. Et directement, il y a cette connexion. Que le mec qui a lancé son business, qui était boulanger, et qui se dit, tiens, je vais faire une société de protection rapprochée, et qui se présente au directeur sécurité et qui lui demande un peu son passé. Tiens, t'as fait quoi dans le passé? Tiens, j'ai des brioches. Sympa, le mec. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça que t'attends. T'attends vraiment d'avoir des professionnels face à toi. Et c'est comme ça qu'on a gagné des parts de marché et qu'aujourd'hui, on est plus ou moins sur le devant de la scène et ça marche bien. Tu dis on a gagné des parts de marché. Tu sens que les gens sont de plus en plus éduqués, de plus en plus conscients des risques? Vraiment. Ouais. Aujourd'hui, les gens sont curieux. C'est vrai qu'au début, ils me demandent tous ouais, c'est pas un petit peu trop une protection rapprochée? Et moi, je leur dis tout le temps, moi, je te vends pas forcément une protection rapprochée. Je leur dis, essaye pendant 15 jours un garde du corps et tu verras que c'est quelqu'un qui est complémentaire à toi. Tu vas trouver quoi? Tu vas trouver une personne sur qui tu peux avoir confiance, qui est loyale et fidèle. Parce que quand je te disais qu'il y avait 56 000 gardes du corps, j'ai des histoires où les mecs sont barrés avec les voitures des clients, sont barrés avec de l'argent des clients, des gardes du corps, hein, attention. Et c'est pour ça que moi, je reste dans ce secteur police, gendarmerie, armée. Parce que les mecs ont une éthique. Ils ont été formatés, comme on expliquait tout à l'heure, et ils te suivront jusqu'au bout, quoi. Donc, la loyauté, en fait, elle est super importante pour une relation de confiance avec ton garde du corps. Et deuxièmement, en fait, sur qui tu peux compter dans la vraie vie. Est-ce que tu as une personne sur qui tu peux compter? Tu vas dire, ouais, Cédric, j'en ai plein. Ouais. Et demain, tu es dans la merde. Est-ce que tu pourras vraiment compter sur cette personne? Ça, c'est moins sûr. Ton garde du corps, il sera toujours là pour toi. Avec ou sans argent. Demain, tu n'as plus d'argent, tu arrêtes le contrat avec lui, tu lui dis, écoute, là, j'ai un problème, il t'oubliera jamais. Et je dis souvent à mes clients, faites une expérience avec un garde du corps. Faites une expérience. Prends-le 15 jours, va dans le sud avec, passe tes vacances avec lui, tu lui racontes ta vie, livre-toi. C'est les mecs, ils sont discrets, ils vont jamais parler. Ils vont pas dire, tiens, je connais ce mec, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a mis une quenelle à un mec. Non, jamais. On n'est pas dans le jugement. On est vraiment dans l'anticipation, et puis l'écoute, et puis la loyauté, quoi. Ouais, c'est vraiment une mission de vie, quoi. Ouais, vraiment, mais c'est super intéressant. Et des deux côtés. Hein. À quel moment, excuse-moi, je t'ai coupé, à quel moment tu te dis que tu veux dédier ta vie à protéger l'autre? Parce que au départ, tu veux servir ton pays, tu es stimulé par ça lorsque tu vois ce reportage et qu'à 17 ans et demi, tu t'engages, 18 ans, tu es déployé, et aujourd'hui, tu dédies ton quotidien, ta vie, à protéger l'autre,
à mettre en place des dispositifs de sécurité, à faire de la prévention, ne serait-ce qu'avec ce partage, cet épisode d'aujourd'hui. C'est pas le premier podcast que tu fais aussi. Qu'est-ce qui fait que tu veux absolument protéger ceux qui ont besoin de l'être et que tu dédies ta vie, tu mets ta vie en péril également pour ça? Moi, je me suis rendu compte que directement, je ne vis pas en France. Je suis à l'étranger. On a le plus beau pays du monde. Vraiment, pour moi, la France, peut-être la Suisse pour toi. Bon, voilà, on est des voisins, il n'y a pas de souci. On a l'un des plus beaux pays du monde. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas en profiter. Et je me suis dit, moi, j'ai envie de donner l'opportunité aux gens de profiter de la France, d'aller à Londres, peu importe, dans les grandes capitales où c'est dangereux, et d'enlever leur stress. Parce qu'aujourd'hui, les personnes sont stressées. Quand tu vas dans une grande capitale, tu te dis, est-ce que je prends ma Rolex, est-ce que je prends mon Audemars? C'est vraiment une question qui se pose, les gens, maintenant. C'est pas du cinéma. Ils sont là. Souvent, les gens m'appellent, Cédric, est-ce que tu crois que je peux prendre les bijoux à ma femme pour la Paris? Non, tu les prends pas. Vous y allez en mode discret. Et c'est bête, mais ils peuvent pas s'habiller comme ils veulent. Ils sont obligés maintenant, en fait, de s'adapter, en fait, à la petite criminalité, en fait, qui est arrivée sur la France, sur l'Europe. Et moi, je dédie ma vie, toute ma vie, en fait. Je la dédie à l'autre, quoi. C'est-à-dire que moi, demain, il y a une personne qui se fait agresser dans la rue, je vais lui porter secours. J'arrive pas, en fait, c'est naturel. Je suis un peu... je vais te prendre un exemple, tu vois. Dans la vie, tu as 3 types de personnes. Tu as les moutons, tu as les chiens de berger et tu as les loups. Tu vois, les moutons, c'est toutes les personnes, en fait, qui se retrouvent ensemble. C'est super, c'est une bonne idée. T'as le loup, en fait, qui est là pour manger les moutons, et t'as le chien de berger, c'est un peu, tu vois, mes équipes qui sont là, et on est là pour les protéger des loups. Et moi, en fait, ma vision des choses, c'est ça, quoi. Ça me dérange pas, et je suis heureux, quoi. Donner le sourire à un client qui se sent en sécurité, qui se dit, j'ai passé une super journée, ça m'enlève du stress, justement, maintenant, je suis productif. Et ça, c'est une réalité. Les clients que j'ai sont productifs. Ils me disent, avant, j'avais un stress, aujourd'hui, je l'ai plus. Parce qu'on apporte en fait une solution en fait de confort. Et ça, souvent les clients, les potentiels clients peuvent pas s'en rendre compte. Mais une fois qu'ils ont connu ce confort, d'avoir un chauffeur, parce que voilà, le garde du corps, il fait tout. Il va faire chauffeur, il va faire ta protection, il va anticiper les risques, il va anticiper tous les risques autour de toi, par exemple ta famille, ceci, cela. Il va faire coach de sport, il va te faire coach pour les sports de combat. En fait, il est multifonction, le mec. Demain, tu lui dis, tiens, je vais aller pêcher, il sait pêcher. Demain, tu lui dis, ouais, je vais aller faire de la chasse, il fait de la chasse. Peu importe. Tu vois. Et ça, c'est juste, en fait, une carte royale. Ouais, complètement. Je rebondis sur un sujet que tu as évoqué tout à l'heure, c'est les a priori à l'égard de la sécurité privée, de la garde rapprochée. Tu te disais, tout de suite, les gens vont penser que tu as quelque chose à cacher, tu es un bandit, tu as mal fait ton argent ou autre. La réalité, c'est que elle est tout autre selon effectivement la posture, la perception et le contexte. Qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs qui ont ces a priori? Moi, j'avais ces a priori. C'est la première fois qu'on en a parlé et tout. Je me dis, OK, j'ai conscience du risque. J'ai envie de mettre en place ces dispositifs aussi par respect pour nos invités en séminaire, par respect pour les clients qui sont là et je veux que tout se passe bien, les équipes également et ma propre sécurité lorsque je me déplace et que je vais en France ou autre, ou que j'ai envie de porter une montre ou peu importe. Mais j'ai peur des a priori négatifs. Pour autant, je suis quand même assez hermétique aux critiques, à l'image que les gens peuvent reporter sur moi, etc. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on a mis en place différentes choses ensemble, clairement, je ne peux pas m'en passer. Bien sûr. Et je vois vraiment l'intérêt, je vois vraiment la chose. Pour autant, j'ai déjà dans mon cercle privé un chauffeur, des gens autour de moi, etc., une équipe, une assistante personnelle, toutes ces choses. Donc, je l'utilise pas pour l'avoir en coach de sport, mais vraiment pour sa mission de sécurité. Qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs qui finalement en ont le besoin, mais pour des questions de préjugés, d'a priori négatifs ou même de perception de l'autre, pourraient se dire « Ah non, j'ai pas du tout envie de dégager cette image. On pourrait penser que maintenant, je pète plus haut que mon cul, je suis hautain, j'ai des choses à cacher, etc. » Alors qu'en soi, c'est un vrai confort et c'est aussi une marque de respect envers ceux qui te font confiance, ceux qui viennent, pour que tout se passe vraiment pour le mieux. C'est vrai que comme je t'expliquais, c'est pas dans nos traditions françaises de voir un garde du corps dans la rue. Souvent, les gens
suivant ce que tu veux comme protection rapprochée, une discrète ou une visible. Si je te mets un mec de 110 kilos derrière toi, les gens le voient directement, parce qu'on veut qu'elle soit visible. Donc ça choque souvent. Mais les a priori commencent à changer, parce qu'on met de plus en plus de protection rapprochée sur des entrepreneurs, comme je t'expliquais, qui sont au-delà de 15 000 euros et qui ont besoin sur un certain laps de temps d'une protection, c'est-à-dire pour une journée, 2 journées, 3 journées. Et ça devient de plus en plus confortable. Aujourd'hui, on en parle. Tu vois, tu as fait l'émission Le Déclic avec Anthony Bourbon. Il parle de protection rapprochée. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Le ministère de l'Intérieur a convoqué toutes les personnes de crypto-monnaie pour leur expliquer, OK, est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut mettre en place une protection rapprochée pour vous dans le civil? Et aujourd'hui, toutes les personnes en sont conscientes. Moi, j'ai fait, vous expliquer, j'ai fait Amazon en protection rapprochée. Je protégeais les ressources humaines. Pourquoi? Alors on va me dire, ouais, les ressources humaines. Attends, mec, t'es bizarre. Non, parce qu'ils ont un contrat avec Fleury-Mérogis, la prison de Fleury-Mérogis, pour des réinsertions de prisonniers au niveau de Amazon. Alors le mec qui finit ses études en RH, qui a 25 ans, et ce qu'il prend pour un pilote de Formule 1, et qui se dit, tu vas voir, le premier qui joue le malin, je le vire. Sauf que le mec qui sort de 10 ans de placard, il est en réinsertion, et quand tu lui dis, bah t'es viré, bah, le mec qui a 10 ans de placard, bah, qu'est-ce qu'il veut? Bah, il lui arrache la tête. Et c'était pour ça qu'on était là-bas. Donc, on nous recrutait en fait sur des périodes clés où est-ce qu'on disait, OK, on va avoir une phase où est-ce qu'on va devoir licencier des personnes et vous allez devoir protéger nos RH. Ouais, c'est grave. J'ai jamais vu ça, moi. Et aujourd'hui, ça devient commun. Donc, le garde du corps, aujourd'hui, ça va devenir une pièce un petit peu, OK, c'est comme si, on a notre chauffeur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un chauffeur, plus ou moins. C'est devenu la facilité. Mais le garde du corps, c'est pas encore accepté. Mais je pense que dans les 2-3 ans qui vont arriver, tout le monde sera OK avec ça. OK, c'est normal. Pourquoi? Il y a de plus en plus d'agressions. C'est pas une question que je pète plus au mon cul. Loin de là. C'est juste une question, moi, j'ai peut-être des peurs. Mais j'ai pas envie qu'on vienne m'agresser. Si demain, en fait, on m'agresse et qu'on me défonce le visage, j'ai un métier aussi à tenir. Est-ce que je vais pouvoir, par exemple, toujours faire des podcasts? Non, parce que voilà, j'aurai le visage fumifié. Est-ce que j'ai envie de subir une agression au quotidien et d'être traumatisé, avoir un syndrome post-traumatique? Peut-être pas non plus. Est-ce que j'aime ma femme? Est-ce que je veux la protéger quand elle va sur Paris pour faire du shopping? Oui, ça c'est une réalité. Moi, quand ma femme elle va sur Paris, elle a un garde du corps. Et je suis pas parano. C'est juste que j'ai envie qu'elle passe un bon moment. J'ai envie qu'elle soit détendue, qu'elle se dise, OK, j'étais faire du shopping, c'est une bonne expérience. Et pas comme ce qui se passe à l'heure actuelle. Les compagnies touristiques japonaises, chinoises font appel à nous pour protéger leurs clients, pour avoir une bonne expérience sur Paris. Ouais. On a vu d'ailleurs cette Coréenne qui fait un live et qui se fait... C'est assez dingue, quoi. C'est horrible pour l'image de Paris, pour l'image de la France. C'est juste terrible, quoi. En l'occurrence, je crois qu'elle était à Toulouse. Lors de l'image de la France, quoi. Ouais, donc, en général, donc peu importe où on est soumis à potentiellement un risque de violence gratuite et il faut en avoir conscience. Ouais, et je vais te donner une petite anecdote avec une cliente. C'est une cliente du Moyen-Orient que j'avais sous ma protection. On était parti sur Prague, en République tchèque. Journée normale, tout se passe bien. On était 2 sur elle. Elle était avec son mari. Et elle décide d'aller faire un peu de shopping dans les rues de Prague. Donc nous, on est en mode discret, un peu reculé. Parce que voilà, Prague, c'est une très belle ville. Il n'y a pas trop d'insécurité. Mais voilà, elle voulait avoir sa protection rapprochée parce que voilà, c'est une personne qui était assez connue. Et là, on est dans les rues de Prague. Elle part dans la boutique. Je la laisse entrer dans la boutique. Je l'accompagne, je vois où est-ce qu'elle est. Je redescends, vu qu'elle était au 2e étage de la boutique. Je redescends, je me positionne en bas en mode discret. Et là, j'entends comme un bruit assourdissant, on va dire un pétard. Mais dans ma tête, pour moi, en fait, tu vois, j'ai ce syndrome post-traumatique. Je dis, ça, c'est une arme à feu. C'est pas un pétard. Et on est 2 anciens midi. Et là, directement, je cours, en fait, dans la boutique. Elle est là avec son sac à main de luxe. Je prends le sac à main, je le dégage, je la descends, catacage, je dis, OK, on y va, on sort. Elle me gueule dessus, elle me dit, toi, tu vas virer, toi, tu te prends pour qui et tout. Et du coup, quand je cours avec, puis je la trimballe, donc son mari, il est là, mais putain, qu'est-ce qui se passe?
Je lui dis, écoutez, suivez-moi, on rentre à l'hôtel. On court, donc elle gueule, mais comme pas possible, ce qui est normal, parce qu'elle comprend pas ce qui se passe. Moi, j'ai pas à lui expliquer la situation, je réagis dans l'instant présent. Une fois que j'arrive au niveau de l'hôtel, je lui dis, ok, vous vous enfermez dans l'hôtel, vous restez dans l'hôtel et vous bougez plus. Elle me dit, toi, t'es viré et tout. Je lui dis, ouais, c'est bien, allez. Je ferme la porte et voilà, mon collègue, en fait, bloque la porte et j'explique au client, je lui dis, voilà, pour moi, il y a une arme à feu, en fait, qui est sur Prague. Voilà, il y a une personne qui tire avec une arme à feu, je ne prends pas de risque avec vous. Et du coup, elle commence à m'insulter par message. Bon, ça, c'est pas très grave. Et puis après, je commence à regarder les actualités. Ok, attentat à Prague. Première tuerie de masse en République tchèque. 15 morts, 25 blessés graves. On était à 100 mètres. Un mec qui était là, il s'était mis en mode sniper sur une université et il snipait tout le monde dans la rue. Poup, 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 avec un R15. Tu vois, des fois, ça se joue à rien, quoi. Ouais. Ça joue à rien. Et on n'est pas là pour aller au contact. On est là vraiment pour anticiper le problème. Et là, j'ai anticipé le problème avant que ce soit un véritable problème pour eux, quoi. Il y a un point intéressant que tu évoques, c'est que ta cliente, pendant tout ce temps, elle comprend pas, elle t'insulte, Ouais. elle veut te virer, elle te dit t'es viré, elle t'envoie des messages d'insultes et autres. Ouais. Je suis calme, je prends l'autorité sur elle. On se respecte, elle me vous voit, je la vous vois. Je prends l'autorité sur elle. Quand il y a un moment où je sens qu'il y a un danger pour eux, peu importe ce qui se passe, peu importe où ils sont, je vais la prendre et je vais partir avec. Dans n'importe quelle condition. Elle peut être avec le Premier ministre, elle peut être avec le Président. C'est ma décision. Après, on en parlera. Si elle n'est pas contente, il n'y a pas de souci. Elle pourra me virer. Mais moi, je sais que j'aurais fait mon travail à 100% pour elle. Il y a un point, je sors un peu du cadre et du contexte, mais c'est plus par rapport à ton état d'esprit carré, militaire, la rigueur militaire. Avec Entrepreneurs.com, on a pu accompagner beaucoup d'entrepreneurs qui sont des militaires en réinsertion et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et souvent, on identifie deux choses. La première, c'est que c'est assez souvent des bons vendeurs parce qu'ils vont réussir à suivre un protocole et un script. Ouais. Et puis également, c'est de bons entrepreneurs. Étonnamment, ils ont une aversion au risque qui fait qu'ils n'osent pas investir beaucoup, scaler très rapidement, etc. Mais c'est des bons entrepreneurs parce qu'ils vont réussir à suivre les étapes. Cet état d'esprit militaire que ça t'a offert, si tu devais le décortiquer et le décrire, c'est quoi les grandes qualités qu'on a quand on sort de 10 ans de terrain, 10 ans d'armée, puis la police. Et aujourd'hui, on le voit, même si les premières étapes, typiquement trouver des clients, c'est pas facile et c'est essentiellement de la recommandation. Bon, aujourd'hui, tu as scalé, tu scales encore, tu développes d'autres activités, on n'en a pas parlé ici, mais il y a aussi d'autres choses, même il y a de la technologie pour la protection toujours et dans cet écosystème. Toi, c'est quoi les clés que tu as appliquées dans ton quotidien d'entrepreneur issues de ton parcours militaire, police et j'en passe? J'ai toujours regardé, est-ce qu'il y avait un potentiel sur le business que j'allais monter? Oui, non. La sécurité, est-ce qu'il y a un potentiel? Est-ce que la France se dégrade? Oui. Est-ce qu'il y aura besoin de sécurité plus tard? Oui. Ça, j'en suis sûr. Demain, est-ce qu'il y a une IA qui peut venir interrompre mon business? Non. En fait, c'est les premiers points en fait, que j'ai regardés qui étaient super importants. C'est de me dire, OK, sur la durée, est-ce que je serai toujours là? Ouais, ça c'est certain. Est-ce que je monte en puissance? Oui. C'est vrai que je travaille avec pas mal d'entrepreneurs et souvent ce que je trouve dommage avec certains entrepreneurs, c'est qu'ils lancent trop vite. Dans le monde civil, on a tendance à être, OK, vas-y, on lance, on s'en fout. Le client, il va gueuler pendant 2 mois, mais dans 2 mois, le produit, ça finit. Et bah ça, en fait, chez moi, ça n'existe pas. C'est juste pas possible. Et souvent, quand je travaille avec des collaborateurs, ils sont en mode putain, on bulle, on envoie, ok, on lance des préventes, on s'en fout, on vend. Moi, j'arrive pas. Je ne peux pas. Je peux pas en fait arriver, mentir à une personne et lui dire putain, je te vends un truc, tu vois, c'est super, et que je sois pas prêt. J'arrive pas. Et là-dessus, comme tu disais, nous les militaires, en fait, on est vachement prudents. On va pas tout envoyer d'un coup, mais par contre, une fois que le produit est fait et le produit il est là, là on va envoyer toute notre énergie. Et on a ce côté, alors c'est assez paradoxal, hein. Tu vas te dire, putain, nous les militaires, on n'a pas 132 QI. Ouais, on n'a pas 132 QI, mais par contre, qu'est-ce qu'on est débrouillard. Et crois-moi, avec notre expérience qu'on a eue, on est capable de vendre un congélateur à un mec qui habite au Groenland. Et ça, il n'y a pas de souci. Et le mec, il va l'acheter.
Et là-dessus, en fait, on est puissant. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, on va trouver une solution. Là où la personne qui a 132 QI va être là, elle va réfléchir, il va payer un mec 30 000 €, un deuxième développeur, un mec qui va faire du marketing et que ça n'a jamais marché. Nous, on va toujours se débrouiller par nos propres moyens. Pourquoi l'armée française, on est comme ça? C'est un truc qu'on t'enseigne? Bien sûr. T'es obligé. Bien sûr. Tu dois survivre. Quand je te disais, en Afghanistan, eux, ils ont 5 pour 1, nous, voilà, c'est l'inverse. Assez dingue, ça. Et du coup, t'es en mode, t'es obligé de te débrouiller. Ouais. Moi, je te raconte des trucs sur l'armée, on est débrouillard, quoi. T'as une anecdote en ce sens? Dans ce sens, c'est con, tu vas rigoler, mais c'est des petits trucs bêtes, mais j'étais au Niger et on se fait parachuter, en fait, nos rations de combat. Putain, on prend tout pour un mois, que de la tartiflette. T'es un mois dans le désert, tu te tapes que de la tartiflette, tu t'adaptes. C'est-à-dire que j'ai fait quoi? J'ai fait ouvrir toutes les boîtes de rations à mes mecs. J'aurais dit, OK, vous allez prendre de l'eau, vous allez me laver toutes les tartiflettes et on va regarder que les patates et les lardons. Tu vois? Et puis, en fait, on s'est adapté. Après, on a cuisiné. Je suis allé dans le village, je suis parti acheter des chèvres. Voilà, on a tué les chèvres, on mangeait comme ça. Mais, tu vois, c'est de l'adaptabilité. Il y avait des mecs qui fêtaient leur anniversaire. On n'avait pas de gâteau. Qu'est-ce que je faisais? Dans les rations de combat, on avait toujours une petite danette de chocolat. Je récupérais toutes les danettes de chocolat. On prenait les gâteaux de guerre, on les concassait, on mettait de l'eau, ça nous faisait notre pâte, on mettait le chocolat dessus, et puis après, tu mettais ça sous le véhicule, et en fait, ça gonflait, et ça te faisait un gâteau au chocolat. Tu vois, c'est bête, on avait des sardines. Les sardines, tu dis, putain, c'est dégueulasse, quoi, c'est bon, un mois de sardines. Et tu prends du PQ, tu mets ton PQ sur la boîte de sardines, tu fous le feu à la boîte de sardines, t'attends, ça dure 20 minutes, et après, t'as des sardines au barbecue. Et ça, tu vois, ça, c'est de l'adaptabilité. C'est-à-dire que le mec, putain, il est débrouillard, quoi. Alors, c'est des trucs cons, tu vois, tu vas te dire, attends, mais c'est de la merde, ton anecdote là-dessus. Mais non, mais ça commence par ça. C'est un état d'esprit. Ça commence par ça. Et les mecs, en fait, ils se rendent pas compte. Parce que tu vas leur dire ça, ils vont dire, ouais, c'est bon, tu te crois pour un chef, t'as fait ça. Mais non, mais c'est super important pour le moral de tes troupes. Ouais. Et quand t'es dans l'action, dans l'entrepreneuriat, tu vois ce que je veux dire, c'est super important pour tes collaborateurs, pour les gens qui te suivent, qu'il y ait toujours un mec qui soit là, les gars, vous inquiétez pas, on va gérer. Moi, ce que je veux dire, j'ai lancé un business, là, c'est en cours, de canon à son. On était là, putain, comment on fait pour les VRP? Comment on fait pour les VRP? C'est pas compliqué, les gars. Moi, j'ai la solution. On va payer 0 € pour les VRP. Attends, non, c'est impossible. Ouais, je vais prendre des flics qui bossent, en police municipale, peu importe, des anciens gendarmes, anciens policiers. Je vais leur expliquer de A à Z avec une assistante comment on crée une société d'auto-entrepreneurs. Ils vont être payés 0 €. Et les mecs, ils vont aller bosser. Ils vont être payés 10% sur chaque vente de canon à son qu'ils vont faire. Et là, les mecs, là, ça, ils sont motivés. T'as 2500 € la vente du canon à son, ils prennent 250 € par vente. T'inquiète pas qu'ils sont mieux qu'à Vérissure. Et les mecs, ils ont la dalle. Hein. Parce que quand tu prends 250 € par vente, tu fais une cité un peu, pas une cité, plus ou moins une commune assez riche. Alors, en une journée, tu peux avoir fait 15 à 20 ventes. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est mon état d'esprit. C'est en mode, les gars, on se met en mode armé, on défonce tout le marché, et après, on verra. Ouais, même avec rien, tu crées quelque chose. Bien sûr. Ouais. Et là, avec rien, j'ai créé quelque chose. J'ai juste eu le produit acheté. Une fois que j'ai le produit, j'ai quoi? C'est terminé. J'ai créé mon armée, et tous mes mecs me suivent. Et j'ai même pas besoin de les driver, les mecs. Parce qu'ils sont autonomes. Ils sont bons. Merci Cédric pour cet échange. J'ai adoré partager ce moment avec toi. D'ailleurs, comme à chaque fois, si vous avez apprécié cet échange autant que j'ai eu de plaisir à l'animer, faites-le nous savoir en mettant un commentaire sous cette vidéo, en la partageant, en la likant, également en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée si vous nous avez écouté au format audio. J'ai une dernière question pour toi, la question que je pose à tous nos invités sur le déclic. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as jamais partagé? Ça peut être une simple phrase, ça peut être une anecdote, ça peut être une situation positive, moins positive, peu importe. Mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Ok, pour moi, mon déclic, ça a été vraiment de voir ce reportage où je n'étais pas basé là-dessus. C'est vrai que je l'ai évoqué, mais d'avoir vu ce reportage, je me suis dit, c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais remercier en fait, tout ce que m'a apporté l'armée. Le côté un peu débrouillard, le côté autonome, le côté chef d'entreprise que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et sans eux, en fait, sûrement aujourd'hui,
je serais pas à mon niveau et j'y arriverais pas, quoi. Merci Cédric.